dans ce nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial, épisode 40. On est content. Salut. C'est complètement fou, 40ème, c'est la 40ème. Voilà, la maturité, hein, on est complètement... je crois il paraît. C'est exactement ce que j'ai dit la dernière fois. Mais bref, nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial, encore un épisode qu'on va commenter avec vous, on est super content. Donc je suis Sartman, spécialiste sartois de Buffy contre les vampires. On écoutait Sway, le morceau des 4 Star Mary. Évidemment, hein, comme tous les bons fans de Buffy, vous le savez bien, c'est les 4 Star Mary, c'est le groupe de rock à qui le groupe de Oz, Dingoes Hate My Baby, emprunte ces morceaux, les morceaux qu'on entend dans la série, que le groupe chante. Et donc là on écoutait Sway. C'est évidemment un morceau qu'on va entendre ce soir dans l'épisode du jour. Ça tombe bien. Épisode que je vais commenter pas tout seul, évidemment. Je serai accompagné de Clément. Hey, salut tout le monde. Comment ça va Clément ? Bah ça va pas mal et toi ? Ça va bien, ça va bien. Et on a aussi Riley avec nous. Bonsoir. Riley Finn, donc l'agent du gouvernement. Au taquet, 40e épisode, hein, ça fait quelque chose quand même. On est touché un petit peu. Hein. Et on a Clément, je te sens un peu ému. Ouais, quand même. 40, il y a de l'émotion ce soir. 40. C'est pas 50 sera mieux. 50, ouais. Bon, ça sera bien. C'est pour bientôt. Et oui, c'est cette voix que vous entendez, c'est la voix de notre invité Noctis. Comment ça va Noctis ? Mais ça va très bien, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Salut Noctis. Merci à vous pour votre accueil. Donc tu es salut, ça fait 3 heures qu'on se parle, mais oui, salut, enchanté. C'est la magie des internets. Donc tu es youtubeur jeux vidéo et culture geek. Exactement. Tu officies sur la chaîne Nottingham mais aussi à la radio. On parlera de ça tout à l'heure. Fait. Et tu es fan de Buffy, rassure-moi. Je suis addict à Buffy contre Bon les bah ça vampires. va. Ça va, tu as... T'es bien tombé. J'ai le droit d'être Tu as ici ta alors. place ici. D'accord, ok. Tu as complètement le droit d'être là. Je suis content. Riley, est-ce qu'on passerait au sommaire ? De quoi on va parler aujourd'hui ? Alors déjà on dit bonjour au chat, hein, parce qu'ils sont nombreux ce soir encore. Ça salut fait le plaisir. chat. Salut le chat. Et ce soir on va parler, on va d'abord faire des gros bisous, hein, comme d'habitude. Ensuite on va parler de la CloudCon, du fan meet qui a lieu le 3 novembre, et on y sera. On y sera. T'es marqué sur ton agenda Clément ? Faut que je vérifie. Ok, très, c'est bien parti. Et ensuite, on va commenter l'épisode 2 de la saison 3 qui s'appelle Dead Man's Party. Sartman rigole à mon accent. C'est fantastique. Le chat est très drôle. Le masque de d'accord, corps de parce que fou. l'accent de Et Riley, on va l'accent magnifique. On va parler de la fuite, des non-dits, hein, des rancœurs enfouies. On va parler de zombies et on va parler donc de toi Noctis dans la rubrique de l'invité qu'on fera juste après le commentaire de l'épisode. Mais avec plaisir. Et ensuite, on fera des si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça nos coups de cœur. Nos coups de cœur, nos recos. En rapport avec Buffy. Voilà, Sartman. Recommandations. Qu'est-ce que rappelle-nous le principe du podcast. Ah, merci de me le demander. Je vous rappelle le principe, on fait des commentaires audio d'un épisode de Buffy contre les vampires que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier À sa juste valeur. Le podcast est un peu partout sur les internets et il existe donc en audio sur toutes les bonnes applis de podcast et également en vidéo sur Dailymotion, donc un très bon site de vidéos françaises. Pour trouver tous nos liens, vous pouvez aller sur notre blog pourquoibuffyc'estgénial.wordpress.com, tout attaché sans accent, et vous pouvez nous retrouver en passant par nos sites partenaires Buffy Angel Show et groupe13.fr. Et là je dois faire un point parce que voilà, si vous nous écoutez depuis très longtemps, vous savez que normalement dans nos sites partenaires il y a également les copains de Slayer Revival. Mais on doit faire un point, on doit faire un énorme bisou à Slayer Revival qui hélas vient de fermer. Donc le site ferme ses portes après 7 ans de bons et loyaux services. Bravo à vous. 7 ans, un petit peu comme une série qu'on connaît bien ici. Ouais, bravo. On les applaudit, on leur fait des énormes bisous à toute la communauté Slayer Revival. Enfin, ils ont été nous ont soutenus au début, dès le quand début, on a lancé le podcast. Moi personnellement, c'est les premiers fans que j'ai rencontrés, les premiers avec qui j'ai échangé lors de la création de ce podcast. On en a rencontré certains par la suite lors de conventions, d'événements, tout ça. Et c'était génial de voir que 20 ans après, il y avait des fans comme nous. Enfin, moi, c'était la première fois que je rencontrais d'autres fans de la série. Donc, c'était super. Et depuis, on en a rencontré beaucoup d'autres grâce à ce podcast. Mais un petit peu d'émotion à voir que Slayer Revival nous quitte. Donc voilà, il fallait leur rendre un petit hommage. C'est incroyable. Un hommage mérité. Ce que Slayer Revival a fait ces dernières années. Et on espère bien tous les membres qu'on a croisés et les autres continuent à vous croiser grâce à des événements IRL, comme on dit. Bon, on risque de croiser des gens dans pas longtemps. Voilà, on espère bien continuer à vous voir. C'était une très belle époque, Slayer Revival. Et voilà, on vous fait d'énormes bisous. Et donc c'est pour ça que c'est une transition incroyable, parce qu'on va passer tout de suite à la rubrique
Des gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis! C'est vrai qu'on danse pas assez pendant les jingles. J'ai dansé, je suis désolé. Noctis danse, il a raison. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est mes origines méditerranéennes, je danse tout le temps. Ah, mais je comprends tellement. On devrait imposer la danse sur les jingles. Voilà, du kiss-kiss. Ouais, je pense que... Qu'est-ce qu'il raconte, Riley? Non, on en parlera, mais ouais, Fabrice dit qu'il va à la soirée post-fan meet, donc faut qu'on y soit pour aller danser, justement. Bah voilà, oui, surtout que Fabrice, on rigole bien, donc oui, carrément. Mais là, pour l'instant, c'est les gros bisous, hein, messieurs. Gros bisous, moi je fais des gros bisous à Froze42, qui trouve notre podcast parfait. Voilà, en toute simplicité, donc il méritait un gros bisou. Effectivement. Gros bisous au Monde Pixel. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le compartiment nouvelle technologie un peu du monde. D'accord. Et ils ont eu l'excellente idée de faire une sélection de podcasts dans laquelle on se trouve. Excellente idée. Et même grâce à cet article, à cette sélection, il y a même des auditeurs qui nous ont découvert, comme par exemple, voilà, il a un nom de Twitter imprononçable, Cirx. Pardon? Tu mettras un lien peut-être sur le site. Alors CYRXP. Cirx. D'accord. Enfin bref, Cirx nous a découvert grâce à l'article du Monde, donc gros bisous au Monde et à Cirx. Bah bisous le Monde. Est-ce que vous aviez des gros bisous? Riley, t'avais des gros bisous toi? J'avais un gros bisou à faire à Malk, qui est un fan de Buffy, un breton avec qui je faisais du jeu de rôle il y a très longtemps. Ça vous fait 3 passions communes. Et on a rejoué au jeu de rôle il y a pas longtemps ensemble, ça fait plaisir. Et il est devenu chroniqueur sur le podcast Proxy Jeux. Il fait une rubrique qui s'appelle Nostalgie DR où il parle de séries télé et de jeux de rôle. Et il a fait son premier épisode sur, devinez quelle série hein. Babylon 5. Star Trek. Buffy. Il a commenté sur Babylon 5. Il y a quel invité Je sais pas, j'ai eu une intuition comme ça. Ouais, c'était sur Buffy, effectivement. D'accord. Donc je vous invite à écouter sa chronique. Et bah bravo. Et là, gros bisous, Malk. Clément, peut-être des gros bisous. J'avais un gros bisou. Alors Clément, tu te rappelles qu'on est en mode avion? Oui. C'est très long. 2 secondes. T'es sur ton téléphone en train d'envoyer des textos là, t'es en mode avion, c'est physiquement impossible. On a un gros bisou à Nat aussi, avec qui on a rencontré. On peut dire un gros bisou commun. Un gros bisou à Nat. À Nat, qu'on a vu. C'était cool. Bah si, bah nous 3 t'étais pas là, désolé. Mais voilà, bisous Nat, qu'on a rencontré récemment, en effet, suite au dernier numéro. J'avais un gros bisou à faire à David de Star Wars en direct, qui pendant un épisode a conseillé aux auditeurs de venir nous écouter. Donc un gros bisou à David. Ah, sympa. Noctis, est-ce que tu avais des gros bisous? Mais j'en ai plein, et sans RPS en plus. Je peux vraiment embrasser tous mes proches qui m'écoutent ce soir. Maman, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Je te remercie de m'avoir donné la vie. Ça me va droit au cœur. C'est important. Et j'embrasse aussi ma petite communauté, petite mais communauté tout de même, sur YouTube. Voilà, je pense fort à vous ce soir. Merci d'être présent. Un gros bisou. Un gros bisou. Et bien évidemment, Radio Campus Paris, si les membres de l'équipe nous écoutent, je vous embrasse également. On parlera de Radio Campus dans la partie invité. Oh super, j'attends ça avec impatience. Mais pour l'instant, passons immédiatement à la rubrique que tout le monde adore, les sondages. Wow. On va passer à la rubrique sondage. On a lancé un sondage, Riley, hein, le spécialiste du sondage. Suite à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro. Immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois. Oulala. Rubrique sondage. Comment ça, il n'y avait pas de sondage? Pas du tout. Riley, le spécialiste des sondages. Il n'y avait pas de sondage. D'accord. Il n'y a pas de sondage. Non, on appelle cette rubrique sondage, mais on a le podcast annulé. Voilà, au revoir, salut le chat, à demain. C'est devenu la rubrique fourre-tout, j'ai l'impression. Mais là, ça va être la rubrique tirage au sort Twitter. Ah. Puisqu'on a fait gagner un pass pour le fan meet pour la CloudCon, donc le 3 novembre, et qui a été remporté par Cyrus Mélissa, qui l'a ensuite offert à Anaïs. Oula, mais alors, bravo. il y a eu des tractations. On a le droit de faire des choses comme ça. Je pense qu'elle s'était mis d'accord. Il y a eu des tractations sur Twitter, mais en tout cas, bravo à elles qui ont gagné. Et donc il y a Nat donc qui a gagné aussi pendant l'émission la dernière fois. Donc on a fait des deux auditrices qui viennent au fan meet. À vous deux. Bravo. Tout ça grâce à la rubrique sondage. Et donc nous on y sera, Sartman tu nous confirmes ça, on y sera le 3 novembre pour 3 novembre, on va parler avec on va rencontrer Larry, on va parler
aux gens de Buffy, on va les interviewer. Un truc comme ça. On va rencontrer Larry, mon gars. Non, mais aussi les gens qui viennent au fan meet. On couvrira l'entièreté de la convention. On circulera dans les allées avec nos micros. Donc on vous posera des questions. Voilà, on va enregistrer un podcast Inside. Ça va être génial. Fan meet Buffy. Voilà, toutes les réactions, tout ce qui se passe, les panels, les trucs comme ça. Voilà, on va couvrir l'événement. Eh bien, j'ai hâte de voir ça, messieurs. Même de l'entendre. Et de l'entendre, de voir à travers mes oreilles. Ça va être complètement fou. Et il y a effectivement ensuite une soirée le soir même, comme l'année dernière, au cave de Saint-Sabin. Et il y a une chance qu'on y soit. Oui, bah nous, dès qu'il y a des soirées, on est souvent là. On est là. Du moment que ça reste sur Paris en fait, parce que dès que c'est ailleurs, on n'y va pas. Quoi. Toulouse, par exemple, on n'y va pas. Bah en vélo, Toulouse, c'est fait. Je rappelle que je me déplace qu'en vélo, je suis un bobo. On ne sera pas à Toulouse. C'est compliqué. Mais oui, si c'est en région parisienne. Et dernière chose, il y a le Comic Con ce week-end à Paris. Ah mais oui tiens. Et il y a une chance de s'y croiser un petit peu. Tout ça n'a rien à voir avec la rubrique sondage, Riley. Non mais c'est pour ça que je te dis, c'est la rubrique fourre-tout. On met toutes les infos quoi. Toutes les infos, ok. Voilà, tous les tirages au sort, les infos. C'est bon, il a fini avec toutes ces annonces qui n'ont rien à voir avec le sondage. Bah c'est ça la nouvelle rubrique sondage énigme. C'était la rubrique fourre-tout. Fourre-tout, voilà, on balance les infos quoi. Maintenant passons. La rubrique news, actu quoi. Arrêtons de... Voilà, peut-être on va transformer ça en rubrique actu. Ok, on va surtout passer à ce que les gens attendent vraiment. Ça est fatigué, ouais. Oui, on voit l'épisode. J'ai un match de foot à regarder après ce podcast. Ah d'accord, mais il est comme ça. Ok, très bien. C'est que ça a duré 5 minutes là. On passe immédiatement à ce que les gens... Attends, mais non, mais les gens nous écoutent pour ça. C'est le titre de l'épisode. Les zombies, les gars, on va parler de zombies. Enfin. L'épisode du jour. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmare. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of Class Plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Oui, donc l'épisode du jour, Dead Man's Party, le masque de Cordolfo en VF, épisode 2 de la saison 3. Il a été diffusé pour la première fois le 6 octobre 1998. Épisode écrit par Martin Oxon. Marty, on connaît bien. Qu'on adore à des niveaux différents ici au sein de cette rédaction. Ça dépend de quelle saison en fait. Aussi, ouais. Épisode réalisé par James Whitmore Jr. Qu'on adore par contre de façon unanime. Super réel. Complètement. Qui a fait The Zeppo. Voilà, des choses à dire, Riley, sur ces gens peut-être. Non, Martin Oxon, on la connaît bien sûr. Et puis James Whitmore Jr., on a déjà parlé dans l'épisode sur The Zeppo et Gingerbread. C'est lui un des bons réals de Buffy. Il a fait 5 ou 6 épisodes. La soirée de Sadie Hawkins également, qui était un très bel épisode en saison 2. I only I for you. Bien sûr, vous rectifierez au montage ma prononciation. C'est impossible, il n'y a pas de La soirée de Sadie Hawkins, on va dire. La soirée de Sadie Hawkins. Riley, un petit pitch? Alors oui, alors c'est un peu un pitch différent, c'est pas moi qui l'ai écrit, j'ai reçu... Ah, c'est Clément peut-être. Quand t'as annoncé l'épisode sur... tu sais, t'as annoncé l'épisode sur les internets, qu'on allait faire cet épisode-là, et j'ai reçu un courrier de fans. Cool. Qui a fait une sorte de fanfiction sur ce pitch en fait, qui m'a proposé un pitch. C'est pas vrai. Donc je vais vous le lire. Ça, j'ai pas du tout. Attends, mais c'est... Alors là, priorité au direct. Écoute, excellent. Donc ça commence comme ça. Journal intime de Tonton Giles, 5 octobre 1998. Je commence l'écriture de ce journal. Pardon, je commence l'écriture de ce journal pour vous parler de Buffy, ma tueuse. Je suis terriblement inquiet pour elle. Cela fait maintenant 3 mois que Buffy a totalement disparu après avoir éliminé Angel et sauvé le monde. Je suis triste, mais je ne vais pas le montrer à Willow et Xander. Ils s'occupent des vampires en attendant le retour de la tueuse. Ils font du beau boulot pendant que moi je reste chez moi à rien foutre. Deuxième article. Journal intime de Tonton Giles, 6 octobre 1998. Tout à l'heure, quelqu'un a frappé à ma porte et c'était Buffy. Elle est revenue. J'arrête donc ce journal intime car je n'en ai plus besoin. Oh, bravo, bravo. C'est magnifique. Non, c'est une très belle fanfiction. Ah ouais, c'est magnifique. On se fait applaudir comme dans Rivière à détente. Attendez, je laisse exposer ma joie. Ouais, bah c'est Tonton Giles. Mais c'était émouvant. C'est une pièce d'histoire. Ah ouais, ça c'est un bon pitch. Donc c'est l'occasion de proposer les pitchs la prochaine fois. Je reçois les pitchs. Donc un appel à contribution. Alors pour les prochains épisodes, faites les pitchs et je les lis et je choisirai le meilleur. Les meilleurs pitchs seront là à l'antenne. Si j'en reçois, parce que c'est pas sûr que j'en reçois. Mais j'adore le concept. Et est-ce qu'on peut faire des pitchs coquins ou c'est interdit Des fan pitch. Dès que c'est annoncé sur les internets le nom de l'épisode et tout, envoyez-moi vos pitchs. D'accord.
Ouais, bande de fous. C'est magnifique, Riley, ce que t'as fait. Ah bah, c'est beau. À tous les points de vue. Bon, je vous propose chez vous de vous munir de votre télécommande, de votre souris, de votre Google Home. Ok, Google, lance le masque de Cordolfo. Hein, voilà. Je lance le masque de Cordolfo. Je fais très mal la voix de Google. Et moi ici, je vais lancer l'épisode. Alors le but c'est qu'on soit synchro. Ok. Tu vas dire top. Alors je vais faire un décompte et après je vais dire top. Et quand je vais dire top, vous appuyez sur le bouton où vous gueulez à votre. À top. Attention. Donc si tu es prêt, je te sens prêt. Mais je suis prêt, moi, je suis chou bouillant là. Clément, je te sens moyen prêt. Tu es prêt quand même? Ah, je suis prêt. Ah, Riley est pas prêt du tout, mais. Est-ce qu'on a parlé? Je vous ai parlé de Supernatural ou. Ah non, c'est dans un autre podcast. J'ai commencé Supernatural. Je lance l'épisode Dead Man's Party dans 3, 2, 1, top. L'épisode est lancé. Il a dit top. C'est parti. Alors, ça rame un peu, tu vois. Ça bug, hein. C'est parti. Et là, ça commence un Previously. Ah, incroyable. Previously qui débute avec l'annonce qu'a faite Buffy à sa mère en fin de saison dernière. Annonce qu'elle est tueuse de vampires. Hein. Annonce calquée sur un coming out. Hein. Alors, ça, c'est la métaphore, ça. Ouais. En mode allô, tout le monde est au courant et pas toi, t'es nul. Et qui se termine par une engueulade et une mise à la porte de Buffy. Qui fugue, hein, qui se casse. Et oui, et donc ça tombe bien parce que ce qu'on va vivre aujourd'hui, c'est le retour de Buffy à la maison. Et surtout les conséquences du retour, parce que comme on va le voir à la toute fin de ce preview-ci, l'épisode précédent s'est fini sur le retour de Buffy qui rentrait chez elle, qui tapait à la porte Anne, de chez serveuse. Elle. C'est ça. On a déjà traité du thème du retour, hein. C'est pareil, des premiers épisodes de la saison 2, When She Was Bad, c'est aussi le retour de Buffy. Hein. C'est effectivement une thématique récurrente dans la série. Et il y aura saison 6 aussi après. Il y a différents. À chaque fois que Buffy est traumatisée, il y a un retour. Qui est traité différemment à chaque épisode. Et qui va toujours mal se passer. Hein. C'est incroyable. Ça, c'est une constante, effectivement. Le retour est difficile. Là, on le voit très bien. Là, Buffy, il y a 3 plans très rapides. Là, surtout celui-là en plongée très large. Buffy est normalement dans sa chambre, donc normalement bien. Et là, non, on la sent isolée, perdue au milieu de ce vaste espace. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fuit sa chambre. Mais totalement. Et ça, là, c'est intéressant. C'est très intéressant cette scène-là. C'est Joyce d'attacher le masque. Ouais. Et elle a eu peur. Le masque de Uvu Mobani. Voilà, le fameux masque dont tout va partir, hein, finalement. Tout à fait. Alors, Phlebotinum, comme l'appellent les scénaristes entre eux quand ils parlent de l'objet mystique de la semaine. Ouais. Alors, ignorez excusez mon ignorance, mais d'où elle a ce masque affreux? De son travail. Elle le dit, hein, dans sa galerie. Dans sa galerie. Il vient du Niger. D'accord, j'avais pas les sous-titres, veuillez m'excuser. Et donc, donc c'était super intéressant. Et là, ce plan est super intéressant. Parce mais tellement. Il y a Joyce qui arbore un visage, mais tout va bien. Et à côté d'elle, il y a ce masque monstrueux, plein de colère, plein de haine, comme une fenêtre ouverte sur ce qu'essaye de cacher Joyce qui a très mal vécu évidemment la fugue de sa fille, et donc voilà, qui porte un masque également, voilà. Mais exactement, elle porte un masque, et tu sais que cette scène est vraiment révélatrice puisqu'on sent vraiment Joyce dans le déni. Elle n'accepte pas lorsque Buffy lui dit que quand elle voit ce masque, elle ressent une certaine souffrance, et Joyce ne l'accepte pas, et mais non, voyons, il me semble qu'elle lui dit tu n'es pas du tout adepte de l'art primitif, quelque chose comme ça. C'est un masque magnifique. C'est un masque magnifique, alors qu'il est horrible ce masque. Est-ce que vous en voulez chez vous? Il est vrai, il est franchement dégueu. D'accord, ouais, on est d'accord. Il y a aussi un truc dans cette scène, c'est leur façon de jouer aux deux actrices. Buffy est dans un coin, elle bouge pas, les bras croisés, et sa mère est super agitée, elles sont pas du tout dans leur. Bah oui. Il y a une sorte de relation mère-fille plus appuyée, enfin elle se comporte un peu comme une enfant en fait. Et elle fait sursauter sa mère, quoi. En arrivant dans la pièce. Sa mère va devoir se réhabituer à la présence de Buffy. Elle lui dit d'ailleurs. Une mère déconnectée de sa fille en fait. Buffy, voilà. Le lien est cassé. Le lien est cassé pour le moment. Elle fait tout pour que tout se passe bien, elle est super agitée, Joyce. Là, on déborde sur la scène suivante, mais c'est pas grave parce que la scène suivante n'est pas terrible. Ils essayent de mettre en place un suspense. Ce personnage? Mais qui est-il? Qui est-il ce mec de Moi je le connais. Un faux Angel. C'est un faux Angel. Remarque, il a des grandes oreilles. Moi j'ai reconnu aux oreilles. Il a des grandes oreilles comme moi. Et là. Eh ben non, c'est Xander avec un immense crucifix. Voilà, donc le Buffy retrouve Xander. Xander est évidemment surpris, s'y attendait pas trop. Et après, regarde la bagarre. Et par contre, là, la bagarre, ça marche bien, c'est bien réalisé. Et surtout, la bagarre, comme à chaque fois dans Buffy, elle va avoir un sens. C'est ça qu'on aime dans Buffy, c'est qu'il y a toujours une chorégraphie qui a du sens. Et là, dans cette baston, le sens, c'est que le Scooby Gang en prend plein la gueule. C'est une bagarre très violente qui commence par un coup de pied assez monstrueux. Et voilà Nighthawk, il se met un surnom d'agent de code. Oiseau de nuit. L'oiseau de nuit. Et on va voir que les membres du Scooby Gang, donc les amis de Buffy, vont être les dommages collatéraux de cette baston. Et c'est eux qui vont finir à terre pendant que Buffy tue le vampire.
Et finalement, à la fin, ils se retrouvent tous par terre. Alors le démon est mort, et Buffy est seule face à eux. Mais complètement, il faut dire que Buffy est complètement exclue du combat aussi. C'est le Scooby Gang qui arrache littéralement le vampire à Buffy. Donc, mais il savait pas le faire. Il savait pas y faire. Elle est là, regarde, le plan est génial. Oui, ils sont tous par terre. Ils la regardent parce que c'est elle la tueuse, quoi. À part Willow qui a un léger sourire, les autres sont en train de se demander est-ce que c'est vraiment une bonne chose que Buffy soit. On sent la colère chez Alex. Même s'ils ont l'air préparés, ils ont tous une veste en cuir, ils ont des talkie-walkie, ils sont super entraînés quoi pour chasser le vampire. La classe absolue. Et bosser sans Buffy en fait. Ils ont une sorte. Ils s'en sortent pas quand même. Officialisé le Scooby Gang d'une certaine manière. Ils ont un vrai groupe de chasseurs de vampires. Ils ont pris la mission de la tueuse pour le moment. Voilà. Et du coup, ça fait une rupture également à une fracture. Merci. Non seulement sa mère, mais aussi avec son groupe. L'épisode il commence déjà dans un sentiment d'exclusion. De malaise. Moi j'avais écrit malaise. C'est parti pour ça va être le malaise tout le temps quoi. Buffy seule, Buffy exclue, Buffy un petit peu zombie dans cette vie à mi-chemin entre la mort et la vie. On sait pas trop. La vivante morte. Donc là on est devant le générique de la saison 3, le meilleur générique. Le meilleur avec le meilleur plan Whedon. Attention, il arrive. Non, il est là maintenant. Il est là. C'est le meilleur plan Whedon. Épisode 1 de la saison 3. Et on enchaîne avec une. Il y avait Angel au générique. Il est mort. Mais non, mais il est tout le temps là dans nos cœurs. Oui, dans nos cœurs. La porte est devant la porte d'entrée de chez Giles. Et Xander va gâcher ce parfait moment d'émotion extraordinaire. Vous allez voir, le jeu de Tony est génial. Il nous fait un regard qui mêle surprise, bonheur, tristesse, suivi du sacro-saint enfilage de lunettes. Je suis complètement fan. Moi j'ai les larmes aux yeux. C'est dommage. De ce petit plan, moi je suis. Regardez-moi ça. L'émotion quoi. Tellement Giles. Il est tellement génial. Regarde, il y a tous les mois, ce que tu nous disais sur le journal intime là, les mois de doute, les mois de peur. Anthony Stewart Head est un là, il vient juste de terminer d'écrire son journal intime. C'est génial, c'est génial. Il remet ses lunettes. Il vient de fermer la page du journal intime. Non mais là il y a plus que Buffy. Il y a plus que Buffy et Giles là dans cette scène. Bah non justement Xander balance derrière. Oui. Mais Xander c'est le seul à ne pas avoir la langue dans sa poche. Il lui dit à Buffy tout ce qu'il ressent au niveau de sa fugue. Il se gêne jamais pour dire les choses. Et surtout quand ça concerne Angel. Oui, bizarrement. Voilà. Donc là on est dans le salon de Giles qui va nous préparer du petit thé, tout ça. Oz nous lâche une info qui est censée être importante parce qu'il dit à Buffy t'es plus poursuivi pour meurtre parce que rappelez-vous en fin de saison 2 les flics voulaient la mettre en tôle parce qu'ils pensaient qu'il avait tué Kendra. Donc là ils lui disent non c'est bon, tu n'es plus recherché pour meurtre. Alors ce que Scooby ose de dire c'est que elle a quand même agressé des policiers à la fin de Becoming 2. Bon ça on l'a oublié apparemment. Il n'avait pas de choix. Ça s'est effacé. Bon voilà. Ce qui marche bien dans cette scène c'est aussi tout. On est du point de vue de Giles quand on le suit quand il va dans la cuisine, on le suit et c'est le seul moment où on le voit montrer qu'il est content parce que devant les autres il y a ce plan où il pose le plateau, ils sont tous les quatre face à lui. Il montre son vrai cache son vrai visage et il montre il veut pas montrer à Buffy qu'il est. On voit que Buffy est touché quoi. Buffy évite les questions, elle aussi elle veut pas montrer les choses. Elle évite il sait pas, t'essayes de savoir alors t'as fait quoi et tout. Elle évite, elle veut pas leur dire ce qu'elle. Et ça c'est un truc sur Giles, c'est un peu sur toute la saison, on va voir son vrai visage. Pareil à la fin de l'épisode, il va un peu menacer Snyder. Et on va le découvrir un peu plus dans Band Candy aussi quand il va redevenir jeune. He'll figure maybe. Still, we were getting good. We dusted 9 out of 10. 6 out of 10. Whatever, we were kicking a little undead booty. Oh, thank you for the offer, but I think I just want to get back to my normal routine. Mais ce que je trouve fascinant moi, dans cet épisode-là, c'est que tout le monde porte un masque. Tout le monde porte un masque, tout le monde se sent exclu. Ils font tous semblant. Et pour moi, le masque de Cordolfo, tout le monde le porte. Et c'est ça qui est juste incroyable. Vraiment, il y a ce sentiment d'exclusion qui transpire. Et puis ils sont tous pleins de rancœur et tout, mais de colère, de tristesse, de joie aussi. Ils veulent pas en parler. Ils font tous semblant. On sent que ça va péter en fait dans l'épisode. C'est une amorce là. Heureusement, Cordelia est là pour lâcher la référence qu'on attendait tous. Et c'est une évidence quand on voit ce début d'épisode. Elle nous fait une référence à Rambo en parlant des fringues à la Rambo qui sont plus du tout à la mode. Parce que oui, ce retour à la vie réelle après une expérience traumatisante de sauvetage du monde nous rappelle évidemment ce chef-d'œuvre de Ted Kotcheff, Rambo, donc avec Sylvester Stallone. Eh oui. Alors c'est réalisé par Kotcheff. Non mais oui, c'était une blague. Voilà,
Parce que personne ne connaît ce mec. Merci. Et donc c'est l'histoire du guerrier traumatisé par la guerre qui se fait rejeter par la société, qui veut pas voir la guerre, qui veut la rejeter au loin. Et ben c'est exactement ça. Buffy s'est rejetée parce que Buffy, elle veut dire les vampires, les trucs bizarres. Donc elle se fait rejeter comme ici dans cette scène avec Snyder. Elle se fait rejeter. Snyder maintient son exclusion du lycée, comme le shérif qui vire Rambo de sa ville au début du film. Il veut pas la voir. Les figures d'autorité rejettent ce qui est pourtant le héros, quoi. Elle a sauvé le monde, quoi. Avec un sourire de satisfaction tout de même. Hein. On sent le plaisir et la jouissance qu'il prend à rejeter Buffy du lycée. Et surtout, il attendait ce moment, je crois. Ce moment. Et vous avez vu la transition quand même entre la scène de Rambo et cette scène-là où il lui dit que c'est impossible. Buffy ne peut pas réintégrer le lycée, quoi. C'est juste c'est appuyé par la mise en scène avec ce plan là, ce plan qui est remarquable. Ouais, où il y a Snyder en haut de l'image et qui domine les deux femmes là, qui s'enfuient, quoi. Et une nouvelle fois, la réaction de Buffy face à ça, c'est let's go mom, on se casse, la fuite. Buffy passe son temps à fuir dans cet épisode, elle n'affronte plus rien. Ouais. Elle fuit en même temps. Donc elles sont dans la voiture, elles sont pas contentes. En fait, Joyce amène Buffy au rendez-vous qu'elle a avec Willow. C'est ça. Et alors, juste avant cette scène, il y a une scène coupée entre bureau de Snyder et cette scène en voiture. Les deux femmes devaient sortir du bureau de Snyder et tomber sur Giles dans le couloir du lycée. D'accord. Et les deux adultes parlaient entre eux, Giles et Joyce parlaient entre eux, et Buffy, une nouvelle fois, était exclue. Elle se retrouvait seule dans le couloir. Il y a plein de lycéens qui passaient de chaque côté d'elle. Sans la voir. Et sans la voir, elle, au milieu de ça, perdue. Enfin, c'était une nouvelle manière d'isoler Buffy dans un environnement qu'elle connaît, comme elle était chez elle tout à l'heure. Mais là, elle est complètement étrangère à son environnement. Elle regarde de partout. Elle se comporte comme un zombie. Hein. Et puis Willow est pas là, quoi. Willow lui pose un lapin. Elle plante le rendez-vous, quoi. Mais elle aime les lapins, Willow, en même temps. Et voilà. Et donc les difficultés pour Buffy ne sont pas terminées parce que là. Pat. Voilà. Pat, bravo. Pat qu'on déteste, on la déteste. On adore la détester, Pat. Est-ce qu'on est obligé d'en parler? Tellement on l'aime pas. Écoute, moi je pense que Pat, ce n'est pas pour rien. Je vais pas spoiler, tout le monde a vu l'épisode. Qu'elle incarne justement le masque. Parce que pour moi, elle incarne l'exclusion de Buffy. Et l'exclusion, elle ramène toujours Buffy à sa fugue. Elle la culpabilise sans arrêt. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Et le fait qu'elle soit la détentrice du masque, ce n'est pas anodin. C'est pas anodin. Une sorte de bonne conscience puritaine, un peu. Oui, c'est ça. Et puis un peu mal placée parce qu'elle prend aussi du plaisir à lui dire t'étais pas là et t'as laissé ta mère seule. Donc, elle nous parle. T'as mal, hein? Elle appuie là où ça fait mal. Elle nous parle du livre qu'a lu Joyce pendant l'été qui s'appelle The Deep End of the Ocean, aussi profond que l'océan en français, et qui s'inscrit totalement dans ce qu'a vécu Joyce, parce que c'est un livre qui raconte la perte d'un enfant, la disparition d'un enfant du point de vue d'une mère, et surtout le retour 10 ans après, et l'enfant qui se rappelle plus de sa famille biologique et tout. C'est un truc. C'est une très belle référence. C'est un livre très très dur et tout. Et surtout métaphoriquement qui nous parle d'apprendre à laisser partir son enfant, le laisser grandir, le laisser sortir du cocon familial, et qui est surtout très dur parce que la mère passe par des phases de dépression horribles évidemment, son enfant qui disparaît pendant 10 ans, tout ça, et donc cette référence n'est pas anodine, et voilà, et le nom de Pat est un clin d'œil au livre encore puisque Pat c'est le nom du mari, donc du père de l'enfant qui disparaît dans le livre, donc le livre de Jacqueline Mitchell paru en 96. Bonsoir Jacqueline. Qui a été adapté au cinéma avec Michel Pfeiffer dans le rôle titre. Mais d'ailleurs mais il me semble que dans cet épisode Pat a la voix française de Michel Pfeiffer d'ailleurs. Ça serait incroyable. Ah non, je t'assure, il me semble, je reconnais cette voix, voilà. C'est une question pour le chat. Il me semble en VF. La boucle est bouclée. Donc là, Buffy dans la cave va découvrir elle retrouve un cadre avec ses amis, bien sûr, et elle est triste. Rangée dans un peu révolu. Là, c'est un peu appuyé quand même. Pour bien montrer que ça se passe mal avec ses amis. Mais réellement, ce n'est pas anodin, parce que regarde, ce qu'elle va découvrir là. Je sais pas si vous avez remarqué. Un truc dégueulasse. Un chat mort. Tout le long de l'épisode, à chaque fois que Buffy se sent rejetée ou exclue, il y a le surnaturel qui ressurgit. Donc le masque qui s'active. Là, le masque va s'activer dans la prochaine séquence après avoir ressenti l'émotion de Buffy. C'est un truc de fou. Tout à fait. Il y a une excellente réplique, Buffy qui dit elles sont en train d'enterrer le chat, et elle dit la prochaine fois c'est moi qui choisis les activités, merci. Et puis là, moi j'ai trouvé que Martin Oxon a des bonnes répliques, tu peux avouer, ça sert pas. On sait que toutes les bonnes répliques c'est Joss Whedon qui les fait à la réécriture. À vérifier si celle-là c'est une de Joss ou de Martin Oxon. Non mais j'adore Marty, est sûrement quelqu'un de très très sympa, hein, mais j'ai beaucoup de mal avec les scénarios qu'elle écrit.
Donc elle se couche comme une loseuse. Ah bah Buffy c'est la à 11h34, à 23h34, c'est vraiment la loose. Je me suis couché à 21h hier. Ah excuse-moi, pardon. Mais Buffy normalement elle doit combattre des vampires, elle doit... Bah oui, la nuit c'est son taf, là elle se couche à 21h. Laissez-la respirer. 23h ce soir. Ah c'est un peu la loose. Et regardez là ce qui va se passer, attention. Mais que va-t-il se passer ? Eh ben oui, on arrive à la fin de l'acte 1, donc il est temps que ça s'énerve un peu l'épisode, on est censé avoir peur, une menace est censée arriver, et effectivement... Oh vous Mobani ! Ce masque est en train de luire, on sait pas ce qui se passe. C'est des lumières actives, c'est parti le chat, alors là il y a un plan fantastique, avec le chat qui sort de la tombe. Alors cimetière de Stephen King là. Ouais c'est cimetière mais c'est dégueulasse, on sent vraiment la marionnette là, c'est... Oui, c'est un bruitage, on entend pas le podcast, mais le bruitage, je sais pas, ils l'ont trouvé cassé. Bah justement, alors je rebondis sur ce que dit notre invité, si vous avez vu Cimetière, pas de Stephen King, mais... Le film pas grave, non mais faites des bruits de chat plutôt, c'est plus intéressant. De chat zombie. Putain, alors on parlait de Cimetière de Marie Shelley, pardon, Marie Lambert, la réalisatrice de Cimetière, où le chat est gris. Comme ici, et il fait ce genre de miaulement que vous détestez, donc les gars, et donc je me suis dit, tiens, c'est sorti un peu à la même époque. Est-ce que voilà, il y a pas eu, parce que Cimetière a marqué quand même. Et il sent mauvais aussi. Là, on est dans la bibliothèque. Très mauvais, en même temps, il est mort. Alors, le début de la séquence, l'acte 2 débute sur une scène complètement géniale. Moi, j'adore les séquences de rêve dans Buffy. Bien sûr. Donc Buffy perdue une nouvelle fois dans le lycée, là seule, toute seule dans le lycée. C'est pour ça qu'à mon avis, la scène a été coupée, celle où elle était toute seule dans le couloir. Pour prolonger celle du rêve. Ça fait redite. Oui, ça fait redite avec ça. C'est assez redondant. Et puis là, il y a Angel, c'est quand même mieux. Angel, voilà. Angel. Et alors, vous faites du mauvais esprit. Deux jours, on fait pas de mauvais esprit. Vous allez vous dire, ah Angel est là parce qu'il faut justifier sa présence au générique de la saison 3. Non, mais pas du tout. Et pas du tout. C'est complètement justifié par l'intrigue et l'état d'esprit de Buffy en ce début de saison. On a une Buffy morte vivante, inadaptée au monde des vivants, qui n'arrive pas à dialoguer, qu'avec son petit ami. Et à rigoler aussi. Qui n'arrive à dialoguer, tu dialogues et tu rigoles. Qui n'arrive à dialoguer qu'avec son petit ami décédé. Voilà, elle est zombie elle-même, elle est à mi-chemin entre les. Mais de toute façon, en tuant Angel pour les raisons que l'on connaît, en fin de saison 2, elle se tue elle-même. Très sincèrement, elle s'est mise à mort en tuant Angel. Elle perd une partie de son humanité, très clairement. Et sa réaction, c'est la fuite. Donc là, dans la cuisine, c'est pas la joie. Déprime en regardant le frigo, tout va bien. Et il y avait un effet sonore pas mal, toujours un podcast. Ouais, il y avait la sonnerie du lycée qui se mélangeait avec le son de son réveil. Oui, tout à fait. Mettre fin en rêve. Non, mais il y a c'est du très classique. Ouais, c'est du classique. Et la sonnerie, mais ça marche bien. C'est juste pour souligner la mise en scène de cet épisode, elle est propre, quoi. Tout est pensé et tout. Exactement. Chaque plan, la lumière. Je sais pas si c'est du génie, mais c'est de la bonne série télé, quoi. La lumière est quand même. Je regarde Supernatural, mais il y a des épisodes dégueulasses. C'est flou, c'est des trucs, c'est très très bizarre. Bon, et l'arrivée du chat zombie qui va arriver dans un instant, là, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que comment tu peux nous la décrire en termes de mise en scène ? Comment tu ressens ça ? J'ai trouvé ça un peu nul parce qu'on sent qu'elle va ouvrir la porte avec sa poêle. Et moi, ça m'a surtout fait penser au Clandestin. Vous avez vu ça ? J'étais sûr. J'ai pas la référence, les gars. C'est un film de Credon Clark sorti en 88. Attention, un chat zombie. Voilà, il y a le même plan. Et c'est dans le film, c'est un chat radioactif tueur. Oui, il saute à la gorge des gens. C'est un programme, c'est un énorme nanar. C'est absolument génial. C'est mais c'est vraiment drôle. Je vous conseille le Clandestin. Jace n'a pas peur. Jace le saisit au col. Oui, parce que c'est le moins violent dans le Clandestin quand même. Oui, donc allez voir le Clandestin, mais en sachant que c'est un nanar. Pendant ce temps-là, Jace rapplique. I'll get it back to the library, see if we can determine its exact origin. That's Giles est convaincu que ce chat est mystique, donc et il remarque tout de suite le masque. Il lui pose direct la question à Joyce. Le masque, effectivement. Mais ils sont dans la chambre de Joyce derrière. Ah oui, effectivement. Le masque, elle dort en face du masque. Oui, c'est pour tranquille pour dormir. En même temps, il faut dire qu'il détend un peu l'atmosphère, ce masque. Et à chaque fois qu'il y a Joyce, il y a toujours le masque en arrière-plan. Est-ce que vous l'avez vu ? Il est là. Ouais, c'est au-delà de ça, c'est pour montrer son visage. Mais ça montre que c'est Joyce qui le porte aussi. Ouais, voilà, exactement. En le mettant littéralement. C'est pas anodin. Elle refuse la condition de tueuse de sa fille, donc forcément elle se masque un peu, elle se cache la réalité. C'est dur d'avouer que sa fille aime les pieux. Voilà, Jace qui donc confirme à Buffy qu'elle n'est. C'est compliqué. Buffy qui veut partir enquêter avec le Scooby Gang et elle peut pas parce qu'elle n'a pas le droit de rentrer dans le lycée. Donc Osez fasciner quoi.
T'as vu ça, Riley? Priorité directe, oui, Oz est face au chat, oui. Oz est face au chat, il a lui donner un petit nom, Guacamole, ce qui est suggéré par notre très cher Cordy. Il y a encore un super plan là où on suit chaque personnage qui entre en scène en plan séquence, ça tourne autour de la table. Les caméras sont... Un bel épisode. Cet épisode est nos amis pensé, le Scooby Gang, au lieu de faire des recherches, oui, ils parlent pas du tout du chat. Parce qu'il y a un chat zombie, ça devrait les intriguer. Enfin, je sais pas, mais eux non, sont complètement habitués à ce genre de situation. Et ils ne font que débattre au sujet de la soirée donc qui s'annonce chez Buffy pour fêter son retour. Alors, est-ce que c'est une grosse soirée, une petite soirée, une soirée machin? Et bon bah ça, il y a tout le temps ça dans Buffy, désacraliser le fantastique, mettre du teen movie dans le fantastique. Mais qui a du sens, hein, cela dit. Ouais. Mais le problème, c'est que comme à chaque fois que Buffy va être traumatisée, ses amis font les mauvais choix. Ils se disent que pour que ça aille bien, ou peut-être que pour eux les rassurer, on va faire une grosse soirée impersonnelle. Ça va l'aider. Et ce qui sera évidemment d'aucun secours pour Buffy. Ils ne veulent pas se retrouver avec elle en fait. Ils ont peur d'être confrontés à Buffy et ça les rassure d'être entourés avec tout le lycée, quoi. Avec plein de monde, voilà, et tout ce qu'on veut, c'est ne pas parler avec elle. Faisons une grosse. C'est un peu ce qui arrivera aussi saison 6, quoi. Et personne, une fois à son retour, oublie de. Oui, mais là, c'est l'effet inverse dans la saison 6, tu vois. C'est une autre forme de traitement du thème du retour. Là, c'est Buffy qui n'est pas trop contente de revenir. De revenir, oui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ouais. Et c'est encore différent de When She Was Bad en saison 2 où Buffy était totalement différente et du coup, ses amis ne la reconnaissaient pas à son retour. Quoi. Exactement, ouais. C'est ça. C'est une autre forme de... c'est une bonne façon de commencer des saisons aussi et ça remet en question le personnage principal de ta série. Oui, ça traite de sujets humains et ça montre que c'est un anti-héros et pas une héroïne qui ça l'humanise à mort. Je trouve ça c'est là où Buffy m'a plus accroché que le reste. Exactement. Et puis là, il vient de louper quand même la page. C'est un petit peu gros, une petite faiblesse scénaristique. C'est une faiblesse scénaristique. Jace ne peut pas tourner des pages sans les regarder. Bon, ça nous arrive à tous. Moi, je trouve que ça casse le quatrième mur en fait. Là, on a vraiment l'impression que ce plan était adressé directement au spectateur. C'est vrai. Et pas il a loupé dans la narration. Il pourrait la louper d'une manière un peu plus fine. C'est une facilité, on va dire. Un petit peu. Pat, bon, alors, priorité au direct. Pat, salut. C'est Nancy Lennon. J'aime pas C'est magnifique, Clément, cette imitation de Pat. Merci beaucoup. C'est ce que je ressens en la voyant en fait. Ouais, c'est ça. L'hypocrisie à l'état. Mais complètement, la famille parfaite. Là, va hurler maman. Parfaite. Elle vient d'hurler maman là. C'était pour abréger la conversation avec Pat justement. Exact. Viens me sortir de là. Viens me sauver s'il te plaît. Et est-ce qu'on porte Buffy? Est-ce qu'on porte comme si t'es une enfant encore? Qui sait l'enfant de 10 ans qui. C'est ça. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte et elle appelle maman. Viens me sortir de. Je sais pas quoi dire. Elle se sent mais Buffy est perdue un peu dans ce. Donc il y a un concert chez Buffy. La fête commence et là entre Willow et Buffy, on va avoir une illustration de leur communication défaillante. La musique trop forte empêche les deux jeunes femmes de parler. Donc là, pareil, la lecture est très claire, quoi. Elles ne se comprennent plus, elles n'arrivent plus à dialoguer ensemble. Et voilà, cette musique forte n'est qu'une excuse, voilà, même s'il n'y avait pas de musique. Qui arrange Willow. Ça arrange tout le monde. Qui est subjugué par Willow surtout. Pour le moment. Et surtout Willow. Donc là, Buffy, qu'est-ce qu'elle va faire? Évidemment, elle va fuir, comme. Et non. J'ai dit pas. Et non, c'est parce que justement il y a un twist. Et non. Il y a un twist. Elle va commencer par fuir et effectivement, comme tu le sous-entends, Noctis, elle va finir par faire demi-tour parce que Buffy. Elle est courageuse. Elle se laisse pas faire, quoi. Merde. C'est une Gryffondor. Non, j'ai interdit les références à. Oui, désolé. Bah tant pis alors. Alors on voit que Seth Green peut-être ne jouait pas vraiment de la guitare dans la vie. Bon. Et voilà, c'est là le twist. Regarde, elle fait demi-tour. C'est vrai que ça c'était cool parce que je me dis. Mais on a tous ressenti ça quand on part et d'un coup on retourne vers la personne. Et là elle revient. Mais surtout qu'on les suit depuis 2 saisons pour que vous ne parlez pas, quoi. Mais merde. Mais ce genre de plan n'apparaît pas souvent. Je trouve que c'était très chouette. Surtout entre Willow et Buffy. C'est ça le problème, c'est que voilà, Buffy là est géniale, elle fait le premier pas, mais pour une fois c'est Willow qui ne va pas vraiment être à la hauteur parce qu'elle admet pas à Buffy qu'elle a un problème, qu'elle lui en veut d'être partie sans explication. C'est un échec, la confrontation donc nécessaire pour crever l'abcès n'aura pas lieu maintenant. On est dans une série fantastique, je vous le rappelle, donc c'est par le fantastique que les problèmes doivent se régler et voilà, on n'est pas dans Dawson, c'est pas par les conversations qu'on va régler les problèmes. Effectivement là elles n'arrivent pas à parler et elles arriveront à crever l'abcès en combattant des zombies. Bah oui, comme d'hab. Comme d'hab. Ah oui. Buffy the Zombie Slayer. C'est reparti pour le masque. Voilà.
Et donc là, on va avoir plusieurs scènes. Enfin, dès que le masque va se déclencher, de gens qui. Le masque qui vient de reviennent à la vie. Ouais. Le masque. Voilà, et c'est là où on commence à rigoler. Enfin, moi personnellement, en tant que fan de zombies, de films de zombies en tout genre, là, je me dis. Nous, la repartie. Alors, justement, tu parlais de Cimetière tout à l'heure, mais il me semble que ce personnage a une référence un peu à Pasco dans le film de Cimetière. Enfin, bref. Et donc, voilà, les morts reviennent à la vie. Il était temps. Pendant que la fête se déroule. Ça se galoche un maximum. Ça se galoche. Alexander. Alex essaie de revenir à la vie aussi. Un nouveau moment de malaise extrême là. Donc cette fois entre Buffy, qui pour rappel a dû tuer l'amour de sa vie il y a quelques mois pour sauver tout le monde s'en fout. Et exactement, tout le monde s'en fout, elle doit supporter le spectacle de ses amis qui sont en vie grâce à elle, en train de se galocher. Et le plan est génial, là celui-là, là depuis le haut de l'escalier, on voit le gouffre qui sépare Buffy d'un côté et Xander et sa copine Sansu avec lui. Alors que non, ils sont dans une soirée, il n'y a pas trop de place, et là il y a un énorme espace vide entre eux trois. La distance. Encore une fois, la mise en scène soutient le thème de l'épisode. Et voilà, exactement. L'exclusion et le retour difficile à la vie, quoi. Buffy est un peu isolée. La mise en scène nous le montre. Mais elle est isolée et elle s'isole elle-même en fait. Ça, c'est vraiment une double peine. C'est une double peine. Et c'est pour ça que elle s'inflige une double peine. Et vous voyez, regardez, sentiment d'exclusion, le masque se réactive. Le masque se c'est lié. Il réagit à ça. Il se nourrit de ses sentiments, c'est incroyable. Il y a un parallèle très clair entre Buffy qui s'éloigne du monde des vivants et la résurrection des morts. Et les morts qui se nourrissent. Putain, les gars, j'ai trouvé cette scène d'une violence, les gars, là, au moment où il va tuer les médecins. On voit, regardez, c'est fascinant. Il y a une espèce de reflet. On voit le reflet. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait une giclure de sang sur l'écran, mais bon. Ça aurait été pas mal. Tant pis. C'est une chaîne grand public. Et oui, voilà, c'est ce que je me suis dit en regardant. On va éviter tout ce qui est. Par contre, des surfeurs qui mangent des popcorn et des gros débilos qui sont pas du tout au courant de là où ils sont. C'est comme dans Faites comme chez vous. Ils sont en train de. Ils pensent que la nana qui revient était en désintox. C'est très drôle. Oui, mais ça Buffy, ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Buffy a capté tout ça. Mais voilà, parce qu'elle ça l'isole encore plus. Elle entend tout ça. Ensuite, là, ça arrive au pire, là, où elle va entendre sa mère lui dire. Là, c'est chaud. En plus, c'est sorti de son contexte et tout. Du coup, c'est le coup de hache. C'est violent, ce que dit Joyce. C'est très violent. Le coup de hache est très violent. C'est pire qu'est-ce qu'elle imaginait. C'est sa mère, quoi. C'est tout pour elle. Ouais, voilà. Donc là, déception de plus, des déceptions de trop. On anticipe un petit peu trop sur le conducteur. Non, pour le coup, parce que voilà, ce n'est pas encore arrivé. Mais ça va être le coup fatal pour Buffy. C'est la goutte d'eau. La goutte d'eau. Le coup de trop qui lui fait repartir. On l'a vu dans le previous list, c'était déjà le cas, donc elle est un petit peu instable en ce moment et là elle est en fuite. Donc fuite, réaction, fuite. Donc fugue. Donc fuite. C'est bon. Elle ressort le sac. Fugue, c'est marrant, ça ressemble. Bref, ça ressemble. Donc elle part, elle met les voiles. Buffy en a ras-le-bol, et quand Buffy en a ras-le-bol, moi je suis pas très rassuré. Non. Ah bon. Je me dis merde, on a perdu la tueuse, quoi. Je vous rappelle qu'il y a plein de morts vivants qui sont en train de se réveiller. Oui. Donc il est temps de revenir aux affaires. Donc voilà, on multiplie ce montage parallèle entre le masque qui réveille les morts. Et là voilà. Ce plan. Oui, Clément. Alors on finit l'acte 2 là-dessus. Il y a des zombies qui s'approchent de sa maison. Voilà. Dès que j'ai découvert Buffy, j'attendais ce plan. Il est là, voilà. Il est magnifique ce plan. Donc voilà, symétrie parfaite. Comme on l'a dit, entre le retour raté de la tueuse dans le monde des vivants et le retour réussi pour l'instant des zombies dans ce même monde des vivants. Et donc c'est le moment idéal pour faire la fin de l'acte 2 et au début de l'acte 3 Jace découvre le poteau rose. Enfin. Oh là là, tonton Jace. Bravo. Jace, alors qu'il est passé devant tout à l'heure. Alors, mais dis donc, il a retrouvé le même livre. Oh, c'est énervant. On adore Giles, ça, mais. Ce qui implique qu'il relit toujours le même livre plusieurs fois. Bah, c'est ça en plus. Tu vois, donc ça fait. Giles ne sait pas lire en fait. On apprend ça. Mais tu sais, c'est le plus grand secret de Giles. Ah bah putain. Et là, il y a un raccord très drôle là entre l'ambiance fin du monde de Giles et le coup de fil à la fête. Avec le téléphone qui sonne dans le vide. Alors, ça rappelle un court métrage. Très bien, très bon, du groupe 13 qui s'appelle Faites comme chez vous, qu'on peut voir sur les internet, Riley, c'est ça? Tout à fait, sur la chaîne YouTube du groupe 13. On peut voir Faites comme chez vous, qui est un copier-coller de ce film en fait, c'est ça? Bah, c'est inspiré, je pense. Il n'y a pas de zombies, mais c'est quasi pareil. Oui, il y a un mec au téléphone très drôle aussi dans Faites comme chez nous, je crois. Donc voilà, là, Jace un dialogue de sourd avec un gros débile Bunny qui comprend pas ce qui se passe. Il doit boire. C'est très drôle. Est-ce qu'il y a un buddy dans la salle? Il y a un buddy
qui veut dire un peu pote quoi. Vous êtes trompé d'adresse. Il fait référence à Monsieur le Belvédère, qui était une sitcom des années 80 ah là là, ça nous rajeunit pas. Américaine qu'on n'a pas connue. Hein, non. Il n'y a que les Américains des années 80 qui je suis en 2003, donc c'est un peu compliqué. Voilà, c'est compliqué. Mais voilà, et surtout illustre une nouvelle fois les dangers d'une communication défaillante, hein, parce que voilà, encore une fois, Jace n'arrive pas à parler correctement avec les gros débiles à cause du son. Et ça pose un problème. Voilà, il faut parler, il faut communiquer. Personne n'y arrive dans cet épisode. Personne. Mais oui, c'est ça qui est fort dans cet épisode justement, c'est que personne ne parle en fait. On s'esquive tout le temps. Et même quand ils essayent, ils n'y arrivent pas. Vie, quoi. Mais là, l'esquive prend fin. C'est justement dans cette scène où Willow va vraiment déballer son sac et dire tout ce qu'elle a sur le cœur à Buffy, il me semble. Alors, c'est un peu injuste, quand même. C'est un peu injuste qu'elle reproche à Buffy. Déjà, elle lui reproche. Elle parle pas du tout. Elle parle que d'elle, Willow, en fait. Elles ont complètement occulté que Buffy a tué l'amour de sa vie. Qu'elle a disparu. Mais je pense parce qu'elles s'en veulent mutuellement déjà, et que quand tu en veux à quelqu'un, tu n'es pas à même de comprendre tout de suite les raisons et la souffrance de l'autre. Parce qu'elle souffre elle-même, Willow. Il faut dire qu'elle vient de s'exercer en tant que sorcière. Voilà, c'est aussi très difficile pour elle de se lancer en tant que tueuse, hein. Elle a pris la place. Cette scène est très forte en fait. Ils doivent se dire voilà, moi aussi j'ai des problèmes. On doit. Tu n'es pas la seule en gros. C'est ce qu'elle essaie de lui dire. Et ça souligne ce qu'on reverra régulièrement, hein, comme on le disait, dès que Buffy a un problème, a un traumatisme et tout, ses amis ont du mal à la soutenir, ont du mal à accepter, parce que aussi pour ses amis, Buffy, c'est le super héros et on oublie très souvent qu'elle peut avoir des faiblesses, elle peut avoir besoin d'aide, et c'est vrai que les amis de Buffy ne pensent jamais lui dire et toi comment ça va, est-ce qu'on peut t'aider à quelque chose? Dans cet épisode, précisons. Ouais, non mais à chaque fois qu'elle revient, en fait, ils savent pas comment la prendre, ils sont toujours maladroits. Quand Buffy va avoir des problèmes humains, alors pour les problèmes fantastiques, ça comprend, mais dès qu'elle va avoir des problèmes humains, des problèmes traumatiques, là, ses amis ont du mal à être à la hauteur. Et là, on a l'exemple typique avec Willow qui lui reproche de pas être là. Alors, cette histoire de magie. Sérieux, genre, on adore Willow, mais là, elle craque là. Pendant ce temps, Jace écrase des gens. Il a bien écrasé un mec. Voilà, parce qu'il pestait il parlait, au volant. Mais ça, c'est une scène de Joyce. J'espère qu'il va bien. C'est une scène qu'on retrouve dans tous les films de zombies, la scène de l'accident de voiture avec le zombie qui se relève, on le retrouve dans tous les films. Et là, regardez ce zombie figurant au fond. Oui, alors bravo, tu l'as retiré toi aussi. En même temps, on voit que lui. C'est pas terrible. C'est que ce plan avec 3 zombies qui. Ouais, et puis en plus, tu gigotes des bras. Revoyez au ralenti ce plan, le zombie au fond en blanc et fait n'importe quoi avec ses bras. C'est pas grave, l'infection a commencé. Voilà, on va se dire ça. C'est ça, on va dire ça. Vraiment. Et il y a une montée en puissance, hein, justement, le parallélisme entre ce plan où Jace est confronté aux zombies et la conversation qui devient un peu qui passe au stade 3 là où on passe à un autre stade. Là, c'est Joyce qui là le masque il est en plein kiff là. Il se nourrit des mauvaises ondes et là il y en a un maximum. Continuer. Ouais, mais en même temps il fallait qu'elle crève l'abcès quoi. Donc et c'est un peu difficile voilà. C'est difficile. Il y a beau avoir des zombies, cet épisode m'a marqué. Se prolonge dans le salon. Buffy une nouvelle fois veut fuir, hein, évidemment. Mal dans cette scène. Elle veut fuir, elle veut partir par la porte, hein, parce que les portes sont importantes. C'est magique. Et il y a Xander et Cordelia devant la porte. C'est eux une nouvelle fois qui l'empêchent de fuir et qui l'obligent à là du coup à avoir une vraie confrontation avec sa mère devant tout le lycée. Hein, c'est parfait pour la vie sociale de Buffy. Tout va bien. Et là on a une scène extrêmement malaisante, hein, Xander qui attend son tour juste derrière là. Ouais, moi aussi j'ai des trucs à te dire. C'est ça, malaisante mais d'une telle puissance en même temps. C'est ça qui est juste assez. C'est en ça qu'elle est forte, c'est qu'elle est malaisante quoi. Voilà, et voilà, malaise dans le malaise TV. Les gens partent. Et puis bon Joyce on la voit rarement quand même s'énerver clairement et là oui c'est un coup de tonnerre entre les gens. C'est un truc un peu classique aussi au milieu d'une fête, tout explose, les non-dits, parfois c'est des mariages, parfois c'est des anniversaires. De masse, Jonathan, oui, c'est moi. Petite blague sur Jonathan. Avec ses chips. Xander qui sort la réplique qui résume absolument l'épisode. You can't just bury stuff, it come up to get here. En français, s'il te plaît. Tu crois te débarrasser des problèmes et en fait ils reviennent comme un boomerang. Voilà, je suis Google Traduction. Voilà, merci beaucoup. Mais voilà, c'est exactement ça. C'est l'illustration d'avoir des cadavres dans le placard ou des choses comme ça. Tu peux jamais enterrer les choses comme un zombie. Mais enterrer ces trucs-là, ils reviennent à la vie comme des zombies. Oh mon Dieu, Jace, vas-y. Oh, il s'est fait une contorsion du dos, le pauvre. Il s'en sort très bien là. Jace en pleine bagarre contre les zombies. Jace qui
déjà il a oublié ses clés et puis il est parti sans arme. Enfin, je rappelle qu'il était au courant qu'il y avait une invasion de zombies. Et il est parti de la bibliothèque sans aucune arme. Peut-être qu'il a pris un couteau. En même temps, tu peux pas tuer un zombie. Enfin, si tu le décapites. Mais... Et ici, là, info importante, il va donc démarrer sa DS en branchant deux fils. Ça c'est hyper connu comme technique. Mauvais garçon. Et surtout, il fait une petite réplique qui nous dit qu'il a déjà fait ça quand il était jeune. Tout à fait. Mais tu parlais du. C'est pas un écho. Tu penses à son passé un peu de jeune gangster. Exactement, c'est lui qui pensait, mais oui. C'est là pour introduire le Giles Badass, des années collège, qu'on reverra très bientôt dans Band Candy. Demon. But most girls don't hop a Greyhound over boy troubles. Time out, Xander. Put yourself in Buffy's shoes for just a minute, okay? I'm Buffy, freak of nature, right? Naturally, I pick a freak for a boyfriend. And then he turns into Mr. Killing Spree, which is pretty much my fault. Cordy, get out of my shoes. Pendant ce temps-là, ça continue dans le malaise. Cordelia qui essaye d'aider Buffy. Buffy en larmes. Je rappelle devant tout le lycée, tout va bien. Tout va bien. Cette scène est super forte et je trouve qu'elle joue assez bien quand même cette scène. Sarah Michel à ce moment-là. Ah ouais, c'est mortel. Mais même Nicholas Brandon, il est mortel aussi. Carrément. C'est une scène très malaisante comme tu l'as dit, Sartman. Et Willow va nous. Où les masques tombent. Voilà, et là ils sont à deux doigts de se battre. Rose qui en étude essaie de calmer le jeu. Et là. Super réplique de Willow. Talking about Ethan helping, we might as well try some violence. Et bim, tout le monde débarque, les zombies qui débarquent. Voilà. Donc on voit que c'est pas des zombies mangeurs de. Voilà. Alors, le mec, le connard tout à l'heure se fait couper la tête. Il a mérité pas couper la tête, mais casser la nuque. Mais là on est tout de suite, on est dans Buffy, donc les zombies ne sont pas des mangeurs de chair quoi. Voilà, c'est un peu des zombies tueurs, des combattants, des guerriers, enfin voilà, ils se battent quoi. Et c'est pas grave, moi c'est dans les codes de la série, donc les zombies sont pas. Mais clairement, je pense qu'il y a une raison à ça. Je pense que justement il les tue, il leur brise la nuque pour qu'ils puissent ensuite se réveiller et en gros c'est devenir des zombies de faire ça. D'accord, donc alors, ça reste cohérent. Buffy se demande si c'est des vampires. Je rappelle à Buffy que les vampires doivent être invités pour rentrer dans une maison. Ça, elle a oublié. C'est l'émotion. Mais surtout voilà, le fait important de cette scène, c'est que les amis qui étaient sur le point de se mettre sur la gueule en pleine discussion, là dès qu'il y a des problèmes fantastiques, des problèmes démoniaques, et ben là ils sont unis, ils ont même pas besoin de se parler, ils fonctionnent en équipe sans problème. Xander court immédiatement protéger les arrières de Buffy en allant s'occuper de la cuisine. Joyce aide sa fille en écrasant un vase sur un zombie. Willow lui file un pieu à Buffy. Tout ça se combine parfaitement bien sans besoin de parler. Ça nous rappelle évidemment l'existentialisme latent qu'il y a dans toutes les œuvres de Joss Whedon. Les personnages existent par leurs actes et pas du tout par ce qu'ils disent. On l'a vu, ils n'arrivent pas à communiquer, mais par contre quand il s'agit d'agir et de faire les choses ensemble, là ils sont incroyables et on voit qu'ils sont amis et unis dans l'action. Le corps parle. Exactement. Ah oui, et puis il parle de bien belle manière. Quoi. Il y a une espèce de baston. La pop girl, le zombie pop girl est vraiment pas mal. Hommage à Romero qui a mis des zombies. Et on arrive en fin d'acte 3, donc il faut que, je vous rappelle les codes, il faut que les amis soient séparés et en danger. Ah non, pas tout vient de mourir. C'est pour ça que là il y a un plan génial avec Pat au premier plan en train de crever et au fond la porte que doivent protéger les autres. Oui, complètement. Il est vraiment cool ce plan. Et donc on va avoir Oz et Cordelia qui ils sont séparés du groupe et se retrouvent dans un placard. Fin de l'acte 3, on a très très peur. Bah oui, puis c'est vraiment le bordel. C'est carrément le bordel. Et là les gars, ça va être ma réplique préférée. Préparez-vous. Quand Cordelia va croiser Giles. Évidemment, réplique de Cordelia. Mythique. Cordelia est toujours aussi marrante dans cet épisode. Et donc là, elle sort armée de bâtons de ski. Ils sortent tous les deux du placard. Et là, elle tombe sur Giles. Attention. Et voilà. Qui me dit que vous êtes Giles, c'est pas le zombie de Giles. Ouais. Bon. Et là, il lui dit, tu fatigues Cordelia. Et elle lui répond, c'est lui. Voilà, c'est toute cette saison 3 et régulièrement il y a plein de petits échanges comme ça entre Cordelia et Giles, donc qui sont à chacun à des extrêmes du spectre des personnages de Buffy. Et donc évidemment quand ils se rencontrent et quand ils doivent échanger ensemble, c'est toujours savoureux. Là Oz nous fait la référence donc du titre de l'épisode. Et c'est lui qui emploie l'expression Dead Man's Party. Vu que c'est un musicien, il fait cette référence que Dead Man's Party c'est un titre d'une chanson, titre d'une chanson du groupe Wango Bongo.
On n'a pas écouté. Si, on voit, mais c'est eux qui chantaient Weird Science. Ah oui, dans le. Qu'on connaît très bien. Oula, et donc voilà, ça y est, Pat a le masque. Ah, ça y est, le Pat The Mask. Il y a de ça, mais surtout, Masque, voilà, The Mask. Alors, il s'adapte à son visage. Pat, comme c'est dans The Mask. Stanley Ipkiss dans The Mask. Voilà. Elle porte le masque, elle devient mais complètement. Elle devient Ovu Mobani. Elle devient le dieu nécromant, le démon nécromant. Et bim, elle met des grosses claques. Oh, la doublure. Voilà, ça fait de la doublure. Le body double. Et donc là, c'est parti pour la baston à tous les étages. Ça se bat en haut, ça se bat en bas, contre. Voilà. Et donc là, ce masque qui. Elle va pouvoir paralyser. Elle va briser la nuque de Willow. C'est de la gorgone. Cascade par la fenêtre. Alors là, on peut faire une lecture un peu psychologique encore de la manière de combattre ce démon, donc le démon des rancœurs qu'on ne dit pas, tu vois. Le démon de la connasse. Faut pas le regarder en face. Oui, il faut. Et ça, c'est important. Ah, le démon de la connasse. Non, mais si. C'est ça, il y a toujours un peu de mauvais esprit, un peu de pessimisme dans Buffy. Et donc là, il nous dit pour combattre ce démon, pour le démon des rancœurs et tout, il faut pas le regarder, voilà, faut l'éviter un peu. C'est ça. Et le prendre en fourbasse. Ce que fait Buffy en se cachant les yeux. En gros, il ne faut plus regarder derrière soi et avancer. Exactement, là c'est ce que Buffy va finir par faire grâce à l'aide de Oz involontaire. Bah non, justement en fait, parce que. Oui, mais si, regarde, parce oui, c'est parce qu'il arrive. Il était censé venir lui dire qu'il fallait crever les yeux, mais Buffy le comprend tout seul. Parce qu'elle quand même. Non, on n'a pas de. Franchement, la pauvre du tout. Miskine. Non, mais c'est pas grave. Pauvre Pat. Ah, pauvre Pat. Les zombies disparaissent comme ça, il n'y a pas trop de dégâts. Au niveau du scénario, c'est moyen ça. Pour reprendre une blague de Big Game dans le chat, fallait oser. Oui, exactement, Big Game, fallait oser, je suis d'accord avec toi. Non mais oui, voilà, les zombies ont disparu, en même temps, mais ça règle plein de problèmes, donc c'est au niveau du scénario en fait. Les zombies sont la métaphore de l'exclusion, c'est ça, voilà. Disparaissent. Et une fois que le conflit est réglé, les zombies disparaissent, c'est pas plus mal. Voilà, comme ça, il n'y a pas de cadavre à aller enterrer. C'est ça, voilà. C'est voilà, dans l'histoire de Sunnydale, c'était peut-être des mecs un peu bourrés, voilà, on ne saura jamais. Ils ont disparu quoi. Bon, finalement tout est bien qui finit bien entre les amis, ils se prennent dans les bras et ils se sont rien dit en fait. Ils ont juste tapé des monstres, tapé des zombies. Ils ont c'est la mais tous les non-dits sont encore là. Alors le problème c'est qu'ils ont pas réglé les problèmes quoi. Ça va revenir plus tard quoi. Voilà, c'est là on a un simili happy end mais voilà. Les problèmes ne sont pas réglés, les problèmes n'ont pas été. Ah, vous trouvez les gars, vous pensez que les problèmes ne sont pas réglés C'était une étape. Après une étape les problèmes quand même, parce que Buffy n'a toujours pas. Enfin, elle a encore des trucs sur le cœur. Que Angel, notamment, que Angelus était redevenu Angel au moment où elle l'a tué, et ça personne n'est au courant. Non, personne n'est au courant. Et voilà, c'est pas un truc. Mais elle va avoir une conversation avec Willow quand même. Elle va avoir une. Mais voilà, pareil, tu vois, enfin. Ouais, c'est pas encore tout. Elle est mi-figue mes raisins cette conversation, on va en parler. Mais là, pour l'instant, priorité directe. Giles se montre son vrai visage. Giles, il met un coup de pression à Snyder qui est assez sympathique. Une nouvelle fois, il nous montre le visage, son dark age, son dark face, son dark face. Ouais, il y a beaucoup trop de dark. Et le père qui protège sa fille aussi. Enfin, c'est vraiment. C'est vrai aussi, oui. Et c'est vraiment le Giles qu'il faut pas énerver, le Giles loupard un petit peu. Voilà. Le Giles qu'on aime quoi. Carrément. Mais justement, qu'on ne verra pas souvent dans la série, c'est aussi ça. Et à chaque fois qu'on le verra, du coup, ça voudra dire quelque chose, que c'est pas anodin ce qui se passe. Ouais. Et là, c'est ce que ressent très très bien Snyder. Bon, là, il y avait un plan large avec des voitures dans ce petit bout de Sunnydale, des voitures qui font n'importe quoi, qui sont garées contre une benne. Enfin, regardez ce plan. On conduit comme ça en Californie. Voilà, on sent qu'ils avaient 3 mètres carrés de rue et qu'ils ont essayé de mettre plein de voitures dedans, c'est n'importe quoi. Mais bref, ça fait le job. C'est un nouveau décor d'ailleurs, on l'a pas dit. Toute Maple Corp là qu'on appelle avec l'espresso pump. L'espresso pump. C'est ça. C'est évidemment dans les studios où était tournée la série et donc c'est un nouveau décor de cette saison 3, un extérieur rue qu'on reverra tout au long de la série. Il y avait d'abord cette scène commençait par un plan assez sympa où Willow et Buffy sont dans une sorte de filmé à travers une fenêtre ou de bulle. Comme si, elles mettent une parenthèse, non, mais elles sont enfermées dans leur petit truc, mais leurs soucis sont pas réglés, c'est un peu dans la continuité de. C'est vrai que ce plan est pas anodin, quoi. Non. Bah oui, parce qu'on a l'impression. Mettons une parenthèse sur leur dispute et on verra plus tard. On a l'impression que tout finit bien, elles finissent par prendre ce fameux café qu'elles avaient pas pu prendre. Elles s'insultent là, quand même. Mais voilà, elles finissent par s'insulter. Ça montre un peu dans un esprit amical, moi je trouve ça. Moi ça m'a rassuré quand même un petit peu. Les problèmes ne sont pas réglés, mais on continue. Mais c'est pas Noda qui se parle comme ça, quoi. Ouais, à la fois ça finit par freak. La dernière réplique, c'est sorcière. Witch, en tout cas, il dit sorcière à la fin. Elle dit sorcière, elle a la trappe de Willow continue à parler, mais c'est coupé par le générique. Voilà.
Et oui, donc moi j'aime beaucoup aimer ça. En fait, elles font des blagues dessus, et donc on voit que tout ce qui est vécu dans Buffy, c'est ça qui est important, restera et ressortira le moment voulu. Oui. Là, ces rancœurs, elles peuvent en faire des blagues pour l'instant, mais elles sont gravées à vie. Et ce que nous dit cet épisode, avec pareil cette thématique des vampires, des zombies, tout ça, on n'efface jamais rien dans Buffy. Ce qui est mort et enterré ne l'est jamais vraiment. Et ça, c'est un truc qu'on reverra régulièrement dans la série. Cette petite rancœur de l'histoire Akatla Angel, c'est un truc qui ressortira par exemple en saison 7. Ce qui est énorme. Au moment, dans très longtemps, au moment où il y aura le débat sur est-ce qu'il faut tuer Anya parce qu'elle commence à tuer des gens. Cette histoire, ce traumatisme, cette rancœur ressortira notamment entre Buffy et Xander, quoi. Donc voilà. C'est très clairement ce que dit cet épisode. Les morts reviennent toujours à la vie comme les problèmes. Et ce qui montre aussi que les personnages sont extrêmement bien construits. C'est-à-dire qu'ils ont une psychologie. Ils ont une mémoire. C'est ça qui est une mémoire. Tout à fait. Carrément. Bim, quel épisode Quel épisode s'est passé à une vitesse oui, c'est fait ça à chaque fois. C'est pour ça. C'est du classique. C'est assez frustrant, mais on peut pas tout dire. Mais vous avez dit quand même de bien belles choses, donc c'est pas si. Il y a la conclusion. Tu nous flattes là. Il y a la conclusion. Heureusement, il y a la conclusion. Oh my God. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Moi, figurez-vous que j'ai pas grand chose à dire en conclusion. J'ai dit tout ce que je voulais dire pendant l'épisode. Non, je voulais en mettre une couche sur cette Buffy zombie qui est à l'image de ces morts vivants dans cet épisode. Donc ça, je l'ai dit, coincé entre deux mondes et qui, on a l'impression aussi, même dans les bastons, dans tout ce qui est fait, semble le faire par habitude, un petit peu par. Programmation, mécaniquement, voilà, c'est comme un automate, on pourrait dire. Starmania. Si on prend, une chanson traduite en français. Mais pour moi, c'est la figure moderne du zombie en fait, la Buffy dans cet épisode. C'était pas le zombie, vous savez, le mort qui revient à la vie par un virus de conception humaine qu'on peut retrouver dans The Walking Dead ou des jeux vidéo comme Resident Evil. Là, vraiment, on a affaire aux zombies, à la vivante morte. Donc voilà, techniquement, comme je l'ai dit, elle est vivante, intérieurement, elle est morte. Et c'est ça qui est aussi, je trouve, assez fascinant dans cet épisode, d'aborder le zombie. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça auparavant, un zombie vivant. Oui, ça pousse le concept vachement plus. C'était le méchant parfait pour illustrer l'état d'esprit de thématique, Buffy, tout ça, sur cet état d'esprit. Encore une fois, la métaphore fantastique est bien utilisé. Et raccord avec l'évolution du personnage. Si, un truc à dire, après je vous laisse la parole pour conclure, mais moi je me rappelle très bien du jour où j'avais pas encore vu cet épisode, et vous savez, on achetait les magazines où on avait les résumés des épisodes à venir. Et j'avais vu un épisode de Zombie réalisé par James Whitmore Jr. Donc je savais que ce mec avait réalisé l'épisode de Sadie Hawkins, comme tu disais, Noctis. Et j'avais trop hâte de voir cet épisode. Je me disais, des zombies réalisés par ce mec dans Buffy, ça va être génial. Et j'avais été très déçu de l'épisode. Oui, parce que justement, moi je m'étais intéressé, j'étais dans ma période Romero. Pareil. J'ai été un peu déçu la première fois que je l'ai vu. Et voilà, ça n'a absolument rien à voir. Et voilà, on ne parle que le zombie n'est là que pour faire le parallèle avec l'état d'esprit de Buffy. C'est pas du tout un bon épisode de zombies. Les zombies, mais je rebondis sur ce que tu dis justement, parce que là on parle du zombie qui sert de prétexte en quelque sorte, et j'ai l'impression qu'on retrouve aussi cette figure là dans The Walking Dead. Je sais pas si vous regardez, enfin moi j'ai arrêté en saison 3. Ils ne servent à rien ces zombies. Les zombies, c'est vraiment le prétexte pour mettre dans un contexte donné les êtres humains, parce que ce qui est étudié, c'est le comportement humain dans The Walking Dead. Et puis je le disais même, c'est les morts qui marchent, c'est eux et pas les zombies. Voilà, c'est eux les morts vivants dans cette série, et c'est ça qui est assez fascinant. C'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Riley, Clément, des choses à dire en conclusion peut-être? Oui. C'était bien écrit. C'était très bien écrit, et pour le coup, non mais blague à part, très bien mise en scène, très bien éclairé. Je trouvais que la lumière était très travaillée, et que voilà, moi je l'aimais particulièrement en fait pour les problématiques très terre à terre, à savoir donc l'incompréhension envers les autres et même envers soi-même, parce que Buffy ne se comprend peut-être pas elle-même finalement dans cet épisode où elle est un petit peu perdue, rupture avec sa famille, rupture avec ses amis, voilà, comme toujours, cette approche très humain en fait me plaît particulièrement, donc
C'est vrai que j'ai plus aimé pour Buffy que pour les zombies cet épisode, paradoxalement, vu que j'adore les films de zombies. On est un peu frustré du point de vue zombie dans cet épisode. Mais en même temps, ils sont là. C'est James sur le chat qui nous dit qu'effectivement Romero aussi c'est pour illustrer autre chose qu'il utilise. C'est pour ça, il fallait pas faire du Romero, mais je comprends les attentes de Sartman quand. Mais les zombies ont un peu plus de gueule chez Romero quand même. Oui, bah oui, mais en plus ils jouaient très très mal. Ils en font des caisses. Non les gars, enfin bon bref. Non mais moi je voulais revenir, c'est quand même, c'est pas le meilleur épisode de Buffy, mais il est quand même cool parce qu'il est effectivement, la mise en scène appuie bien toute la thématique, c'est vraiment bien fait quoi. Il y a plein de bonnes idées et ça fonctionne bien. Et puis il y a plein de trucs qui m'ont plu, genre cette histoire de comme c'est un des premiers épisodes de la saison, ça amorce plein de pistes pour la saison. Exactement. Notamment la relation entre Buffy et ses amis qui va être bouleversée quand Faith va arriver, où Buffy du coup va s'accrocher à cette relation avec Faith. Qui est d'ailleurs le prochain épisode. Ouais, bah tout à fait. Oui, parce qu'elle va tomber sur quelqu'un qui la comprend, avec qui elle a plus de points communs finalement qu'avec ses amis. Enfin, c'est ce qu'elle va se dire dans un premier temps, effectivement, qui va arriver au bon moment. Donc Faith, c'est une forme de fuite également pour Buffy. Toujours la même idée de lancer des pistes. Il y a toute la partie justement sur Giles qui cache son visage aux autres, qui veut pas montrer d'émotion, et il y a son passé qui ressurgit, le côté Reaper, et c'est là qu'il y avait Fabrice sur le chat disait Christophe Reaper. C'est son côté Christophe Reaper. Christophe Reaper, voilà. C'est exactement ça, Fabrice. Voilà, Christophe Reaper, gros bisous à Christophe Reaper, premier baiser. C'est bien vu, ça, on t'embrasse. Mais ouais, non, mais c'est fou, et tout ça. C'est un très bon premier épisode. Il y a aussi une autre, on n'a pas parlé, mais Snyder au début de l'épisode quand. Un côté Christophe Reaper aussi. Non, presque. C'est Joyce en partant du bureau de Snyder dit je vais aller en parler au maire. Oui. Et Snyder dit bah j'aimerais bien voir ça, ou je sais plus comment il tourne sa phrase. C'est-à-dire que Snyder est déjà au courant de. Enfin, que le maire sera le big bad de cette saison. À ce moment de la série. Dès la saison 2, on a des évocations. Oui, les flics et tout ça. Ah, mais là, ça montre que Snyder. Ouais, c'est annoncé que ça va être le saison. C'est annoncé, puis comme tu l'as dit, enfin, tu l'as souligné, enfin, dans son jeu, on voyait très bien qu'il était. Non, mais tu sais pas à qui t'as affaire, quoi. C'est ça, tu sais pas. C'est lui le big bad, méfie-toi. Belle conclusion. Très belle conclusion, non? On a d'autres choses à dire en conclusion, les gars? Bah non, super épisode. Super épisode, ouais. Vraiment une très bon épisode. On va bientôt passer à ta rubrique, Noctis, à la rubrique de l'invité. J'ai un jingle ou pas? On va. T'as complètement un jingle. Attention, c'est parti. Jingle. Here we go. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça? Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'il y a des vampires. C'est badass. Eh gros sein, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça me donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome. Alors notre invité Noctis ce soir. Et oui. Bonsoir Noctis. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de faire votre rencontre. Donc tu te définis comme le jeune hibou de l'espace qui vibre pour l'univers du jeu vidéo et de la culture geek. Exactement, je vibre pour ces deux univers. C'est tout un programme. Alors on va parler donc de ce que tu fais sur les internets tout de suite. Mais avant, on commence toujours par les deux questions rituelles de pourquoi Buffy c'est génial. Voilà, on bosse nos ITV, hein, on est ouf. La première question, c'est quel est ton épisode préféré de Buffy? Attention, c'est pas facile. Pour être honnête, c'est une question très difficile, comme tu viens de le dire. Sincèrement, pour moi, tous les épisodes contribuent à mettre la pierre à l'édifice. Mais si je dois me prêter au jeu, bah, c'est toujours d'en choisir qu'un seul, quoi. Voilà, alors, je vais choisir, pour moi, mon épisode préféré. C'est aussi celui qui est le plus douloureux pour moi à regarder, puisqu'il s'agit de Orpheline, donc le 16e épisode de la saison 5, il me semble. The Body. The Body. Exactement, où Buffy découvre le corps inanimé de Joyce. Alors pourquoi mon épisode préféré? Celui-là revient très souvent quand même. On y revient très souvent parce que déjà, pour moi, ça fait appel à un génie au niveau de la réalisation. On est vraiment dans une rupture du Buffyverse. On est loin des codes habituels de chaque épisode de Buffy. D'ailleurs, il me semble, j'en suis même sûr qu'il n'y a pratiquement aucune musique tout le long de l'épisode. C'est ça. Ouais. Donc on n'a pas du tout ce sentiment, vous savez, un petit peu d'être soulagé, une musique qui nous berce et qui nous accompagne dans notre peine. Non, là on est vraiment confronté à la brutalité de la réalité qui est de perdre une mère. Et moi c'est quelque chose, je vais pas casser l'ambiance, mais qui a quand même... C'est bien parti là quand même. C'est bien parti, je suis désolé, mais voilà, là c'est cet épisode qui me vient à l'esprit et vraiment il aborde une thématique très puissante et c'est la première fois que Buffy a affaire au plus grand des démons. Ouais, et puis rien faire du qui tout. Est la mort en fait. Donc c'est. Puis en plus tu parles de mise en scène, mais oui, il y a une rupture définitive parce que là, il y a... dans la répétition sérielle. Elle est pas tuée par un vampire, elle meurt de façon
naturelle. Quoi. Ah oui, elle meurt vraiment de façon naturelle. Buffy est complètement brutalement. Glory n'est même pas en cause. Mais de façon, de manière plus générale, moi la saison 5, j'aime toutes les saisons, mais la saison 5 pour moi elle a vraiment une couleur, un parfum assez particulier, puisque pour moi c'est vraiment une saison qui aborde le plus la question de l'identité, de la quête du soi et de l'humanisme aussi en quelque sorte. D'ailleurs, même Glory, qui est censée être la divinité la plus diabolique, est humaine. Elle en héberge un en elle. Dieu seul sait que la pénétration, ça fait mal. Bon, bah t'as bien répondu à la première question, qui est pas facile. Trouver un seul épisode, c'est chaud. C'est chaud. Et la deuxième question actuelle, c'est comment tu as découvert Buffy, la série? Les gars, c'est toute une histoire. Je crois que tu as une anecdote là-dessus. En fait, déjà, c'est une manière très particulière, puisque ce n'est pas moi qui suis allé vers Buffy, c'est Buffy qui est venue vers moi. Pardon. Alors, je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez... T'as croisé Sarah Michelle Gellar et tout? Non, même pas. Non, ok, même pardon. pas. Je n'ai pas croisé SMG, quoi. Je suis voilà. Mais en fait, je sais pas si vous avez fait ça quand vous étiez gosse. Vous savez, ces jeux de rôle grandeur nature où chacun devait interpréter un rôle. Si. Moi j'étais avec des potes, enfin on n'a pas joué au docteur, ça je l'ai fait plus tard avec mon cousin, mais en fait je devais incarner une jeune fille de 16 ans, je l'avoue, tueuse de vampires et qui s'appelait Buffy. Donc c'est tu connaissais pas donc. Et je n'avais vu même pas un épisode. Ah génial. Donc en fait j'ai rencontré Buffy en l'incarnant avec tous mes talents d'acteur d'un gosse de 9 ans. Et donc quand je suis rentré chez moi après ce jeu de rôle grandeur nature, j'étais obsédé par Buffy contre les vampires. Je me dis, je vais absolument voir cette série. Mes potes arrêtaient pas de me dire que c'était génial, etc. En plus, vous savez, il y avait l'interdit. 9 ans, les vampires, le côté un petit peu... Parce qu'il faut pas oublier que Buffy a quand même créé une polémique dans les débuts. Les parents ne voulaient pas montrer la série à leurs enfants, avec les morts et compagnie. Enfin bref. Et tout ça pour vous dire que une âme charitable m'a prêté une VHS. Avec le premier épisode. Oui, bien. T'as commencé par le début. Voilà, tu sais, avec l'image qui tremble et. C'est pas toujours que les gens commencent par le premier épisode. Et j'ai commencé par le premier épisode et ça a été une révélation et ça l'est encore aujourd'hui. C'est génial cette histoire. Ah, d'accord. C'est vraiment Buffy qui est venu à toi. C'est ça, exactement. C'est vraiment très cool. Alors maintenant, on va parler de ce que tu fais maintenant. Donc sur les internets. Mais tu as une chaîne YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Noctingame. Exactement, Noctingame. Donc tu fais des vidéos de plein de types différents. Ah mais là je m'éclate en fait. Pour moi c'est une réelle thérapie. Je suis venu encore une fois à YouTube sans vraiment connaître YouTube. J'ai aucune culture YouTube. Je connais. Norman, tu veux exer ou pas? Je vois mais que de nom. Je t'avoue, je n'ai jamais regardé de vidéo de Norman. Enfin bref, c'est un truc de fou. Mais en tout cas voilà, je me suis mis à YouTube avec cette envie de partager ma passion que j'ai depuis toujours, parce que encore une fois le jeu vidéo professionnellement ne vient pas à moi, donc autant que j'aille vers lui. C'est l'effet inverse avec Buffy. Donc je me suis lancé sur YouTube en faisant des vidéos du simple let's play où je joue à un jeu avec des commentaires, un peu comme vous faites dans ce podcast. Et ce que j'aime surtout, c'est d'analyser le jeu vidéo en tant qu'art, parce que pour moi c'est un art total avant d'être une industrie. Ça va le devenir, je pense. Non, mais c'est tellement fort ce média. C'est incroyable, vraiment. Et puis quand tu vois ce qu'il y a autour du jeu vidéo, c'est-à-dire que des âmes créatives qui bossent pour construire tout un univers, c'est vraiment un art total. Et pour moi, je suis fasciné vraiment par cette pratique du jeu vidéo et la culture geek, parce que je suis geek dans l'âme aussi depuis ma plus tendre enfance, bien avant de le savoir. Donc voilà, j'essaye avec Noctingame un petit peu d'exposer mes coups de cœur de gamer. Et à côté de ça, j'ai une chronique radio sur Radio Campus Paris. Gros bisous à Radio Campus. Et juste parenthèse, tapez Noctingame sur YouTube, vous allez trouver ce qu'on nous demande le lien là, mais merci, on est sur tablette, c'est compliqué. On peut alors pas, Noctingame, Noctingame pour le diminutif de Noctis, N-O-C-T apostrophe in plus loin game. Voilà, exactement. Je suis bilingue. Et t'as notamment fait des vidéos sur Buffy. Il y a une vidéo sur les figurines Buffy. Tu as regardé? Bah oui. Oh là là, merci. Oui. Donc les Rock Candy, c'est des figurines magnifiques, les Rock Candy. Alors, encore une fois, là, on est dans le domaine de la culture geek. Les Funko, je sais pas si vous connaissez ces figurines pop et compagnie. Moi je suis pas trop fan des pop, je vais être franc avec vous. Mais t'es fan de figurines quand même? Je suis fan de figurines. Alors malheureusement j'ai un 34 mètres carrés, donc autant te dire que c'est un peu compliqué de pouvoir. Il y a moyen de s'arranger. Il y a moyen. J'essaie de trouver des petites astuces. Mais pour tout vous dire, cette figurine de Buffy est juste magnifique, vraiment de qualité. Et pour une fois qu'on a une figurine de Buffy jolie, généralement les produits dérivés de Buffy contre les vampires sont assez... Merci Hank qui va partager sur le chat. Merci Hank. T'es un amour. Mais c'est ça, James, pas merci qui nous traite de flemmard. Doucement, on est sur tablette, James.
On est sur tablette, là. Faut les excuser, James. Faut les excuser, James. Ils sont sur tablette. En plus, il est venu, il sait comment c'est le bordel chez nous. On n'a pas de clavier. Non, mais c'est un bordel organisé, c'est génial. Mais voilà, on sait très bien ce qu'on fait. On a un 40e podcast, les gars. On est capable de poster un truc sur un chat. Là, je vous parle, j'ai le coude sur une pizza, quoi. C'est formidable, quand même. Oui, parce que manger, quand même. Donc, tu fais des vidéos de jeux vidéo, mais il y a aussi du unboxing, il y a de la rétrozone. Alors, rétrozone, exactement, parce que je suis un fan de rétro gaming. Voilà, mon premier jeu vidéo, c'était Resident Evil. Je devais avoir même pas 8 ans, donc autant vous dire que de regarder un zombie à 8 ans, c'est assez traumatisant. Oui. Mais j'ai bravé ce traumatisme. et donc, du coup, ça a été mon premier jeu vidéo. Et depuis je n'arrête plus. Et Rétrozone, justement, donc c'est un format que tu retrouves sur ma chaîne, Noctingame, mais qui est également disponible sur Radio Campus Paris. C'est ça que j'ai écouté. C'est mon émission sur Radio Campus Paris que j'ai transposée en images sur ma chaîne YouTube. D'accord. Donc chaque mois je présente une œuvre qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. Et dans le prochain, je sais ce que tu vas dire. Alors le prochain épisode de Rétrozone va être diffusé vendredi 26 octobre à 18h55 sur 93.9 FM, donc Radio Campus Paris, et je vais parler de Buffy Chaos Bleeds. Sorti en 2003. Mais vous avez fait un hors-série, non? On a fait un hors-série. C'est pas vrai. Si, je te jure. On a toujours pas fini le jeu. 85 heures. Allez voir ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Le jeu, les manettes nous lâchent, on peut pas bosser quoi. Et les gars, là je veux savoir là, qu'est-ce que vous en avez pensé là du jeu? Honnêtement, j'ai bien aimé. T'as aimé? Bah oui. Qu'est-ce que t'as aimé? Alors la cohérence, enfin le respect de l'univers de Buffy en fait. On est d'accord. Ouais. Et voilà. D'ailleurs ça se passe dans la saison 5 hein. Oui, ça se passe à un moment très précis. Ça se passe à un moment très précis. On l'avait dit dans le podcast. Je pourrais plus vous dire de tête exactement quand. Exactement, c'est bien. Ça respecte bien le. Voilà, comme dit Clem, le canon quoi. Et tu l'as fini toi le jeu? Mais bien sûr, je l'ai fini, je l'ai mangé ce jeu. Tu nous montreras la soluce du coup parce que on est coincé au niveau 5 dans une salle. Le prochain épisode de Chaos Bleed, faut qu'on fasse un fils en fait. Il y a des plaisirs les gars, mais vous êtes bienvenus. On va partager. On est très mauvais. On fait du speedrun. On fait du speedrun. Allez, ira plus vite. Je préviens. Je ne joue pas au jeu, je ne fais que de parler de l'histoire et du gameplay qui pour moi est la faiblesse quand même de ce jeu. C'est très redondant. J'avais une question sur les jeux vidéo Buffy en dehors Chaos Bleed, t'as fait les autres? Alors oui, j'ai fait le premier sur Xbox. Alors ce n'était pas mon jeu, c'était celui de mes amis de Bordeaux. D'ailleurs je vous embrasse, je vous fais un gros bisou. Bisous je sais que vous nous écoutez ce soir. Il paraît qu'il est mieux que Chaos Bleed, non? Eh ben oui. Il est mieux. Il est mieux. Comment il s'appelle? C'est Buffy The Vampire Slayer, il me semble, de mémoire. Et donc, exclusivité Xbox. Tu ne peux pas le retrouver sur d'autres consoles. Faut qu'on trouve une Xbox. À moins d'avoir un émulateur, mais chut. Mais effectivement, tu peux avoir un émulateur sur PC et avoir le jeu, je pense. Enfin, je sais même pas si un émulateur Xbox existe. Enfin, bref. Mais tout ça pour vous dire que oui, effectivement, il est mieux, que ce soit graphiquement et même au niveau du gameplay. En fait, Chaos Bleed, il y a vraiment un côté un petit peu mécanique. Oui, on passait notre temps à défendre. Il y a beaucoup de faiblesses. C'est pour ça qu'on a galéré à faire ces épisodes, on passait notre temps à faire toujours les mêmes coups. Parce qu'après, on était nul, il fallait faire des combos, mais on n'y arrivait jamais. Mais surtout que ça change pas, et c'est ce que je vais dire dans ma émission, je vais pas trop spoiler, mais justement, ça ne change pas d'un personnage à l'autre. C'est-à-dire que tu prends Buffy, tu prends Alex, t'as exactement les mêmes combos. Alex a une super force de tueuse de vampire. Enfin, c'est assez particulier. Il y a que Willow dont les sorts sont super jolis. Willow, elle est cheatée, elle est plus forte que tous les autres. Mais en même temps. Parce que c'est le cas. C'est le cas. C'est vrai. Willow, c'est une déesse. C'est officiel. Et alors, dernière question, enfin après, ça dépend si vous avez d'autres. Est-ce que tu as d'autres projets en rapport avec Buffy? Mais bien sûr. Alors écoutez, j'ai une grosse remise en question il y a quelques jours où je me suis dit pourquoi tu ferais pas une chaîne YouTube qui s'appellerait L'Observateur où je parlerai de l'univers du Buffyverse, tout simplement. Et je pense que je vais intégrer ces vidéos-là sur ma chaîne actuelle sous forme de playlist. Il faut pas s'éparpiller sur. Je vais pas m'éparpiller. D'ailleurs, j'ai ce projet-là depuis très longtemps d'être une espèce de détective privé d'un observateur qui analyse les œuvres de la culture pop. Et je vais me spécialiser justement dans Buffy parce que Buffy, c'est ma vie. C'est une bonne formule. J'ai entendu ça. C'est assez étrange. Non, c'est pas étrange. Et donc j'aimerais énormément analyser des thématiques données dans Buffy. Donc des thématiques, là il y a une idée qui me vient à l'esprit, c'est par exemple la répétition dans Buffy contre les vampires. Donc ce phénomène de répétition qu'on retrouve assez souvent avec des lieux récurrents, des personnages récurrents, et justement avec l'épisode de la mort de Joyce qui casse cette répétition encore une fois. Donc voilà, plusieurs aspects comme ça que j'aimerais analyser. L'univers est fou. Vous serez de la partie ou pas? Complètement. Ça fait plaisir. On pourra tourner une vidéo ensemble. Il y a plein de choses à dire, effectivement. C'est tellement fou, riche cet univers. Il y a de quoi t'amuser en tout cas.
On s'amuse avec Buffy. Hein. Carrément. On s'amuse et on réfléchit, c'est cool. Et messieurs, des questions pour notre petit Noctis ou on passe à la suite? Bah, il se trouve qu'on s'est parlé avant, donc non, moi j'ai pas de questions. Riley? Bah non, on a fait tout. Tu veux savoir mon âge, d'où je viens? Ça, on l'a deviné. Alors à quel âge j'ai? 30 ans, tu l'as dit? Ah oui, merde, je l'ai dit. Ah, voilà. C'est vrai, je vous l'ai dit. 88. À la boulette. La boulette. C'est pas grave. Hein. Non. Alors, bien grave. passons. Alors juste, Sartman. Ah oui, est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Oui, les gens demandent pourquoi il n'y a pas la rubrique sondage et énigme. C'est faux. Sondage, tu inventes. Coloscopie Ah non, sondage. Ça a réclamé sondage, énigme, j'ai pas inventé. Bah alors, la réponse, on va la dire, on cache rien aux gens. Ah, on dit tout. Bah, Riley est feignant. Il n'a préparé aucun sondage et aucune énigme. Mais si, non, mais on n'avait pas le temps. Remets ton pantalon. Oui, non, le pantalon, je vais le remettre. Alors, on fera un sondage la prochaine fois, parce que là, il y avait toute l'actualité Comic-Con. Ouais, bien sûr. Fanmeet. Bien sûr. Bah, c'est vrai qu'au prix où t'es payé quand même. Voilà, quand même un petit peu. Refile-moi des chocobons d'ailleurs. Tiens, les chocobons que j'ai gracieusement offerts à toute l'équipe. Merci à toi. Ça m'a coûté 2 bras. Alors pendant les chocobons, je vous passe le jingle de la séquence suivante, qui est évidemment les 6 thèmes Buffy. Tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Donc la rubrique si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. On vous parle d'œuvres qui ont un léger rapport avec la série qu'on adore, et on se dit que en fonction de ce rapport et en fonction de la qualité de l'œuvre, peut-être que ça vous plaira. Moi, je vous parle ce soir d'un film de 2015 de Robbie Pickering qui s'appelle Freaks of Nature. D'accord. C'est une comédie fantastique d'horreur avec beaucoup de sang, voilà, et c'est très drôle. On est dans un lycée dans lequel la population se compose de vampires, de zombies et de profs psychopathes. Excellent. Il y a aussi des élèves asociaux. Ah oui, j'ai vu. Enfin bref, tout ce qu'on trouve dans un lycée normal. C'est très drôle. Le héros est super marrant, c'est évidemment le loser nul qui ne rêve que de se taper la jolie nana du lycée. Bon, ça c'est très cliché, mais on s'éloigne très vite des clichés avec ce film. Donc l'acteur il est excellent, il s'appelle Nicholas Brown et il est entouré de tellement de connards qu'on se croirait presque dans la vraie vie. C'est vraiment très drôle. Il y a des grosses blagues potaches, alors voilà, il y a une ambiance très potache, mais en même temps on est sur des thématiques. Il y a tout, il y a les soucoupes volantes, il y a tout. Il y a aussi des aliens, il y a aussi des aliens. D'accord. Non mais ça mélange tout. Et surtout on reste dans les thématiques qui nous plaisent beaucoup dans Buffy et dans toutes les bonnes œuvres de l'adolescence. Donc c'est de quel groupe je dois faire partie, parce que je vous ai dit. C'est de bon goût visiblement. C'est de très mauvais goût moment vidéo. Ah non mais c'est très beau, c'est très beauf. Mais voilà, il y a des zombies, des aliens, des vampires, des tout ça. Et voilà, et tous ces petits groupes au début ils sont les uns contre les autres, et à la fin évidemment ils vont s'entraider, parce que c'est ça le film, de quel groupe je dois faire partie. Oh, mon corps change, je suis bizarre, c'est quoi, comment ça se passe, ensemble c'est mieux que tout seul. Enfin voilà, toutes ces thématiques classique des teen movies se retrouve dans ce film, donc voilà, qui est plein de sang, qui est plein de fumeurs de bédo, qui est plein de choses comme ça. Donc ça mixe très bien l'humour très beauf, très bas du front, avec quand même un sous-texte très intéressant sur l'adolescence. Et c'est plutôt bien fait, c'est plutôt très sympa à regarder. Avec Vanessa Hudgens. Alors, High School Musical, non? D'accord, je ne connaissais pas cette personne, mais on va te croire. Oui. C'était l'ex de Zac Efron. Exact. Donc c'est un film qui réussit, comme je dis, à être très con et avec du fond. Est-ce que tu as vu Shaun of the Dead? Oui, voilà, oui. Et à comparer, c'est un peu le même esprit ou c'est beaucoup plus con que Shaun of the Dead. Ça a l'air quand même. Bien sûr, d'accord. Quand même. Shaun of the Dead que je considère comme un chef-d'œuvre. Complètement, on est d'accord. Mais voilà, on est dans cette lignée de très bonnes comédies fantastiques qui parodie, mais en même temps qui essaye d'être un peu premier degré parfois. Attends, je note. On a un peu tout ça. Attention, c'est pas le film du siècle non plus. Ça n'a pas l'air d'être ouf. Non. Tu l'as pas vu?
Bah la bande-annonce me donne pas du tout envie. Et déjà on sait non, pas. Mais attends, mais il a vendu le truc. Voilà, ça a l'air bien con, mais fun quoi. Enfin. Voilà. Vous attendez pas à un grand film. Moi j'aime bien quand c'est un peu con. C'est un bon nanar en fait. J'aime bien les films. Non, c'est pas un nanar parce que c'est assumé. Voilà, c'est des gags beaufs et potaches assumés. C'est ce qu'il y a de mieux en fait. Et il y a pas que ça. Voilà. Enfin voilà, c'est plein de leur Et apparemment, leur meilleur ami, ils ont. Ouais, le titre est génial, Freaks of Nature. Okay. Donc voilà, c'était mon petit conseil en rapport avec Buffy du mois. Clément, c'était quoi ton système Buffy, toi? Alors, mon système Buffy, il s'agit d'un bouquin que je vais montrer à la caméra. Les zombies au cinéma, donc une encyclopédie complète, j'ai envie de dire la Bible finalement du phénomène zombie par le cinéma. Un livre de Ozzy, j'ai essayé de le dire sans me gourer, Inguanzo. Voilà, et la préface est de Max Landis, fils de John Landis, bien sûr. John Landis. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous lire quand même un petit extrait de la préface écrit par le dit Max Landis. Donc là, il cherche dans la préface. Préface, c'est vers le début, sûrement. Il tourne les pages. C'est sûrement dans les premières pages. Dans la culture occidentale, chacun de nous est incité comme jamais auparavant à s'exprimer, à clamer bien fort ce qu'il pense. Depuis que MySpace a donné corps à la consistance au fameux quart d'heure de célébrité prophétisé par Warhol, nous fonçons à toute allure, à tête baissée vers la singularité, avec pour effet de nous couper de plus en plus les uns des autres, tout en déversant des quantités toujours plus grandes de nos pensées dans le vide collectif et démoralisant de l'internet. La nouvelle métapsyché humaine. Les zombies représentent l'échec ultime de l'individualité. Pire encore que le péril rouge du communisme ou le terrifiant fanatisme des extrémismes religieux. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec la fin de la phrase, mais pour le coup, voilà, c'est terminé la singularité. On est tous des zombies par ce fameux Landis. Excellent. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est un livre qui a quelques années. Est-ce qu'il faut remplacer MySpace par Instagram ça fonctionne. MySpace, c'est vrai. C'est vrai. Donc, alors, ce livre, donc, comme je disais, est une espèce d'encyclopédie des films de zombies des années 30 avec les fameux premiers films de zombies autour du vaudou, parce qu'on rappelle que le zombie initié par Romero, en fait, est une descendance des films de vaudou. Et voilà, où le zombie n'était pas un mangeur de chair, mais un être contrôlé, voilà, dont la psyché était contrôlée par un espèce de sorcier, chaman, tout ce que vous voulez. Bref, avant que Romero n'instaure le zombie anthropophage. Et ce film dresse donc un très large champ temporel avec des films donc, des années 30 jusqu'à Walking Dead, l'aboutissement logique finalement du zombie de nos jours. Des zombies de Walking Dead qu'on ne souligne pas mais qui sont vraiment excellents. Excellent. À tel point que je n'arrive même pas à regarder la série. Le zombie de Walking Dead, mais qui sont magnifiques. Ouais, c'est les plus beaux zombies de l'histoire c'est les plus beaux zombies complètement. C'est l'aboutissement de tout ce qui a été fait, et donc tout ce qui a été fait est visible dans ce livre. Ça s'appelle Les zombies au cinéma. C'est un très gros livre. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Juliette qui m'a offert ce livre. Je sais pas si elle écoute. Il y a tout là-dedans. Si vous voulez savoir tout sur les zombies, achetez ce livre. J'en profite, je suis une petite roco. Moi, je vais vous parler aussi d'un livre, L'île magique, les mystères du vaudou de William Seabrook. Ça, c'est le livre, messieurs. C'est le premier livre dans lequel on évoque le zombie. Ah, d'accord. Un peu d'histoire. Ouais, c'est un livre qui date des années, je sais pas quoi, 1928 apparemment. D'accord. L'édition que j'ai, c'est 1928. Voilà, c'est un type qui parle d'Haïti, qui raconte des histoires du folklore haïtien. Et c'est là qu'on évoque le zombie. Donc, comme tu dis, le zombie vaudou, le zombie qui servait de main-d'œuvre dans les champs. Il y avait des légendes comme quoi des grands propriétaires utilisaient des morts, les faisaient ressortir de terre pour cultiver dans la nuit leurs champs. Moi, j'y crois. Et voilà, c'est là que ça vient. L'île magique, si vous vous intéressez aux zombies, lisez ça. C'est un vrai bon bouquin. C'est ouais, carrément. Et c'est historique, c'est la première fois qu'on entend parler des zombies en littérature. Et donc après, tout ça a découlé les Romero films, et toute la dans un premier temps les films, voilà, comme tu disais, de vaudou, et après le zombie vient du vaudou, non, c'est ça les origines. Bien sûr, oui. À la base, c'est ça. Il y a peut-être des zombies historiquement coexisté. Donc d'après Zartan nous présente un livre qui en parle. Voilà. Riley, tu voulais nous parler de quoi, ton système? Alors moi, je voulais vous parler d'un comics qui s'appelle Deadly Class, que j'ai ramené une gravure ici, il y a un exemplaire si vous voulez feuilleter. On va le montrer à la caméra. Il y a des illustres normalement, voilà.
C'est un comics de Rick Remender et dessiné par Wes Craig. Et ben en fait c'est un peu, c'est pour ça que je voulais en parler dans les systèmes Buffy, c'est que c'est un peu comme parlait tout à l'heure Sartman, de la thématique adolescente, des thématiques de l'adolescence qui sont traitées d'une autre façon, comme Buffy le fait en fait. Et ici c'est donc l'histoire de Marcus, qui est un orphelin de 15 ans à peu près, qui vit à la rue, SDF, il a une vraie vie de merde quoi, c'est dans les années 80. Et il va être recruté dans une école d'assassins en fait, donc il va avoir tous les enjeux d'un lycée classique, sauf que si tu fais chier une meuf au lycée, comme tu faisais par exemple Clément, toi quand tu étais au lycée, bah tu te fais décapiter quoi. Tu te fais trancher la main sur le champ. Ça m'aurait calmé. En fait, il y a une ambiance comme ça dans le lycée. C'est comme dans Buffy en fait, c'est le fantastique ici c'est les mafieux, les parrains, les gangsters, les truands qui vont impacter leur vie d'adolescents, alors qu'eux ils ont des problèmes d'adolescents, à part tuer des gens évidemment. Il y a un triangle amoureux, il y a tous ces clichés de l'adolescence, rejeté par ses amis, les différents groupes dont on parlait tout à l'heure. Tu parlais des groupes de vampires, aliens et tout. Là c'est pareil, il y a tous les groupes qui peuvent avoir aussi dans une prison, les latinos, les fils de, parce que c'est souvent classé par mafia quoi, donc le cartel mexicain et tout. Et là où c'est un peu différent de Buffy, c'est que ça va très 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 loin, c'est ultra violent parfois. Ça parle de drogue, de sexe, c'est des adolescents qui passent très très vite à l'âge adulte quoi, et on leur fait pas de cadeaux, et justement c'est dans des Buffy, forces du scénario, c'est que c'est suggéré. Là c'est en fait c'est suggéré aussi à travers leurs différents combats, c'est juste que dans la forme c'est quand même beaucoup plus violent, et c'est pas à mettre entre toutes les mains en tout cas. Et j'en parle aussi parce qu'il y a, à partir de janvier, il y a une série télé qui commence sur Sci-Fi, adaptée du comics, qui est écrite par le même scénariste, Rick Remender, qui est réalisée par les frères Russo, donc on fait Avengers et Infinity Wars. Les fameux, ouais. Et ça a l'air cool, enfin la bande-annonce est prometteuse, et puis alors, je sais pas arrête de juger les œuvres sur les bandes-annonces s'il vous plaît. On regarde les bandes-annonces. C'est une erreur. Après je ne sais pas si là on voit tous ses potes, ils ont l'air bien castés par rapport aux comics en fait, mais est-ce qu'ils vont aller aussi loin que dans le comics? Ça m'étonnerait quand même. Parce qu'il y a vraiment des passages complètement tarés quoi. Et je pense pas que ça puisse passer à la télé. Enfin, je serais ravi que ça soit adapté littéralement, mais le héros principal ressemble à Tom Jedusor quoi. C'est Voldemort en puissance. Un peu, c'est Marcus, ouais. Marcus. Et il est vraiment excellent. Et justement, c'est un héros qu'on a envie de bouger. C'est un adolescent quoi, qui a envie de lui mettre des claques quoi. Mais bouge-toi mec. Et justement on lui dit l'éducation selon Riley. Et puis t'as une sorte de, tout le monde lui dit t'es super fort et tout, faut que tu nous rejoignes. T'es une sorte, enfin ils disent pas que t'es un élu, mais on a l'impression, et lui-même finalement se persuade à un moment donné qu'il est plus important que les autres, et il va se retrouver très vite remis à sa place dans un, je vais pas vous spoiler, je vous spoil pas, mais ça serait dommage. Ça va très très loin. Il y a une sorte de l'examen de fin d'année dans cette école par exemple, et formidable. Dernier point dans cette série, ça tourne autour de 3 personnages. Donc en fait il y a ce Marcus, mais il y a aussi deux personnages féminins qui sont dans sa classe, enfin qui sont des personnages féminins incroyables aussi, qui à un moment donné prennent la place du héros dans la série. En fait tu te rends pas compte, mais petit à petit renversement des codes, et puis le héros tu le détestes de plus en plus, alors que d'autres personnages que tu n'aimais pas prennent la place. Il y a une vraie évolution, mais c'est donc c'est en 6 tomes, et en 6 tomes il se passe 10-15 saisons de ce qu'il peut y avoir dans une série télé classique où ça avance pas très vite. Tout à fait. Voilà, je vous conseille d'y aller. Deadly Class. C'est sorti en français chez Urban Comics. D'accord, merci Riley. Encore Urban Comics, merci Riley. Noctis, est-ce que tu avais des conseils pour nos auditeurs fans de Buffy? Eh bien écoutez, oui. Ah bien joué. Je vais rebondir sur ce que tu as dit concernant la fameuse île magique. Moi je vais vous conseiller une série qui se passe... qui a pour thématique l'île du docteur Moreau, je crois que c'est ça, le nom est exact, puisqu'il s'agit de Orphan Black. Bouquin de H.G. Wells. Excellente série. Et oui. Voilà, une série que, écoute, Riley, c'est assez étrange parce que cette série, je l'ai connue il y a pas si longtemps que ça. Alors, elle date de 2013, hein. J'ai l'affiche sous les yeux là, 2013, c'est en 5 saisons, donc de 10 épisodes. Hein. Chaque saison comporte 10 épisodes. Et autant vous dire que cette série ne me donnait absolument pas envie. Hein.
Encore une fois, j'avais regardé la bande-annonce, comme quoi il ne faut jamais se fier aux bandes-annonces. Voilà, non, mais c'est une bonne leçon qu'on a ce soir. Voilà, bonne leçon de vie, pas les bandes-annonces. La morale de ce podcast, ne regardez pas les bandes-annonces. Et en fait, quand j'ai regardé le premier épisode, j'ai enchaîné les 10 de la saison 1 sur 3 jours, il me semble. Quel format? C'est quoi les épisodes? Alors, les épisodes, c'est un format, allez, je dirais de 40 minutes, quelque chose comme ça. D'accord, ok, bon, donc, standard quoi, on va dire. C'est assez standard. Et c'est surtout qu'en fait, ce qui est loin d'être standard, c'est le fait que l'actrice principale, Tatiana Maslany, excusez-moi si j'écorche son nom, incarne plusieurs personnages. D'accord. Elle incarne des clones en fait. Elle incarne des clones. Voilà, parce que en fait, je vais vous parler du pitch très brièvement. En fait, c'est une jeune femme, Sarah, qui est un peu à la marge, un peu comme Buffy l'a ressenti dans cet épisode de Dead Man's Party. Elle se sent à la marge et un jour, dans une gare, elle voit une femme qui est sur le point de se suicider. Elle s'approche d'elle pour lui empêcher cet acte. Et en fait, il se trouve que cette jeune femme qui va se suicider a exactement le même visage qu'elle. Et donc, du coup, elle est choquée. La femme se suicide. Elle ne peut rien faire. Ça perturbe. Si demain je vois mon sosie, je vais avoir très peur. Tu vas hésiter vraiment très avant peur. De le tuer, quoi. Ouais, vraiment. Donc du coup, elle regarde ces papiers de cette jeune femme et toute une enquête va se mettre en place et cette enquête va prendre des proportions hallucinantes puisqu'effectivement, Riley, comme tu l'as dit, elle va se rendre compte qu'il y a des clones, mais pas qu'un seul. Il y a une multitude de clones qui sont ses sœurs. Et donc pour moi, ça se rapproche de Buffy parce que la famille est au premier rang. Dans cette série. Il y a vraiment des liens qui sont très forts, très bien construits. Voilà, il y a une dichotomie entre le devoir et la famille. Quoi. Une certaine dichotomie, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et Orphan Black est vraiment fascinant et un grand bravo si tu m'entends ce soir, Tatiana, ton rôle. Merci Tatiana. Voilà, merci. Formidable. Il y a un truc dans cette série qui est formidable aussi, c'est qu'au fur et à mesure de la série, il y a un groupe qui se forme autour. Et c'est un groupe composé de la même actrice en fait. C'est une sorte de Scooby Gang avec 5-6 fois la même actrice qui joue 5-6 persos différents. Et il y a des scènes fantastiques de danse ou d'apéro dans un salon où en fait c'est la même actrice qui a tout fait. C'est une performance avec des dingue. personnalités différentes à chaque fois. Et personnalités, costumes, et coiffures. Mais au-delà des personnalités, t'as l'impression que ce sont des êtres autonomes. C'est-à-dire que chacun a sa personnalité. Elle a travaillé la démarche, les gestes, la gestuelle de tous les personnages. Parler du film qui a apparemment pompé le concept. Ah oui, Seven Sisters. Pour le coup, j'ai vu ce film, moi, qui est vraiment pas terrible. Mais oui, je comprends bien cette idée de même actrice qui joue plein de personnages. Et effectivement, on oublie que c'est la même actrice. Ouais. Et c'était déstabilisant parce qu'effectivement, tu vois plusieurs personnages qui vraiment existent. Et c'est. Elles sont clones également ou c'est ou elles sont sœurs C'est des sœurs, je sais plus. C'était vraiment pas terrible ce film. D'accord. Seven Sisters, je pense qu'elles sont. Non, mais tu sais, sont frères et... Je ne sais pas. Ah, elles peuvent être frères, on ne sait pas. On ne sait pas. On connaît pas leur genre. Non, mais tu vois, et justement en parlant de genre, ce qui est génial, c'est que Orphan Black aborde aussi des thématiques de société. C'est vrai. Et des thématiques, il faut oser les aborder aussi. On a, bien sûr, la thématique de l'orientation sexuelle, qui est intelligemment bien abordée, puisqu'elle est abordée de manière totalement naturelle. On a aussi la thématique du doppelganger. Enfin, vraiment, et il y a du fantastique. Oui, parce qu'il y a aussi des ennemis qui sont aussi joués par la même actrice, qui sont aussi des clones. Oui, c'est ça. C'est fou. Vraiment. Je vous conseille vivement Orphan Black. Et okay. Bon conseil. Bon conseil. On passe à la fin de l'émission. Il y a un jingle fin d'émission. Il y a un jingle, on peut le chanter si tu veux. Je crois que c'est Clément qui le fait la bouche entièrement la bouche. Mais qu'on va pas. Non, on va, avant de nous quitter, on va vous faire une petite, la promotion de ce qu'on fait. On vous a déjà évoqué dans ce podcast que avec Riley et Clément, on a des activités audiovisuelles. On fait des courts métrages et des web-séries au sein d'une association qui s'appelle le Groupe 13. Et pour ceux qui écouteront avant cette date ou pour ceux qui pourront se déplacer, le 5 décembre, il y aura une projection des dernières œuvres du Groupe 13 qui se passera à Saint-Ouen, c'est ça Riley ? Tout à fait, à Commune Image, à côté de Paris, Saint-Ouen. Donc c'est une salle de cinéma ? C'est une salle de projection cinéma, il y a aussi un bar incroyable pour discuter avec nous, ça va être mortel. Ouais, et donc on pourra voir nos œuvres gratuitement. Ah oui, bien sûr, c'est gratuit. Donc voilà, on en profite pour faire la petite. Ça n'a absolument rien à voir avec Buffy, mais Et en même temps, pas tant que ça, parce que j'aimerais rappeler aussi qu'on a réalisé, j'ai réalisé un film avec le Groupe 13 qui s'appelle C'est terminé, un film de zombies. Voilà, allez sur notre page Groupe 13, C'est terminé, c'est un film. Ah, c'est vrai qu'on était très zombies ce soir, oui, tout à fait. Voilà, du coup, ça reste dans la thématique. Je vous invite à aller voir ça et à nous laisser vos commentaires. On a fait le tour ? On a fait le tour. Noctis, des choses à rajouter ? Eh bien écoutez, j'ai été ravi d'être présent ce soir. Merci à vous. Merci ça me donne envie toi. De revenir, merci à toi. J'ai très envie de revenir et c'était vraiment une chouette expérience.
Cool. Bah, tant mieux. Rien de mieux que de parler de Buffy avec des passionnés. Ah bah. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On est impeccable, on est bien. Voilà, c'est très très cool. Je confirme. Pensez à nous mettre 5 étoiles. Hein. On n'a pas eu de 5 étoiles et de commentaires iTunes depuis juillet. Oh là, c'est honteux, c'est honteux. Donc les auditeurs là, il faut s'y mettre, alors. faites-vous des comptes iTunes là, mettez des étoiles là quand même. Non, c'est important. Et surtout des commentaires sur le site aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à venir boire des bières avec nous quand on boit des bières, enfin tout ça. Ou de l'Oasis. Ou de l'Oasis. Non mais oui, les deux. C'est complètement autorisé, l'Oasis. On adore ça. On se voit au Fan Meet à la Comic Con. On se voit. Pour ceux qui y vont. On se voit au Fan Meet, on se voit après le Comic Con pour les bières, hein, pas au Comic Con si on n'y sera pas, on n'aura pas de stand. Et on sera en visiteur. On sera en visiteur. Et on se voit dans un mois ou un peu plus pour un prochain numéro de Pourquoi ABC. Buffy c'est génial. Vivement. On dit ça? Allez, ça marche. Allez, salut tout le monde. Salut à tous. Une bonne soirée. Et continuez à regarder Buffy et faites attention aux zombies.